La franc-maçonnerie fascine, intrigue. Mais que se passe-t-il vraiment derrière les portes des loges? Aujourd'hui, nous vous dévoilons un témoignage rare, celui d'un homme qui y est entré et qui en est sorti. Abonnez-vous pour connaître plus de secrets, partagez à ceux qui cherchent la vérité et restez bien jusqu'à la fin pour comprendre pourquoi Paul Coppin Albancelli a tourné le dos à la franc-maçonnerie. En 1883, j'avais un ami franc-maçon. Il y avait peu de temps qu'il faisait partie de la confrérie laïque de la rue Cadet, de sorte que sa foi maçonnique n'avait pas encore eu le temps d'être perdue. Il croyait religieusement à tout ce qu'on lui faisait apprendre par cœur dans les catéchismes pour les grades d'apprenti, de compagnon et de maître. De même, il était profondément convaincu de la sincérité des statuts maçonniques, et de la loyauté des engagements que, de par ces statuts mêmes, le Grand Orient de France prenait vie à vis de ses adhérents. Ayant un jour appris qu'il était franc-maçon, je lui demandai s'il pouvait me renseigner sur cette association de la franc-maçonnerie que je ne connaissais jusqu'alors que par quelques ouvrages. Mon ami commença par faire le mystérieux, mais il ne me fut pas bien difficile de le faire parler. Je n'eus pour cela qu'à reproduire quelques-unes des accusations que j'avais entendu formuler contre les frères. Il me répondit alors en me récitant les premiers articles des statuts du Grand Orient de France. La franc-maçonnerie, institution essentiellement philanthropique, philosophique et progressive, a pour objet la recherche de la vérité, l'étude de la morale universelle, des sciences et des arts, et l'exercice de la bienfaisance. Elle a pour principe la liberté absolue de conscience et la solidarité humaine. Elle n'exclut personne pour ses croyances. Elle a pour devise liberté, égalité, fraternité. Dans la sphère élevée où elle se place, la franc-maçonnerie respecte la foi religieuse et les opinions politiques de chacun de ses membres. Mais elle interdit formellement à ses assemblées toute discussion en matière religieuse ou politique qui aurait pour objet soit la controverse sur les différentes religions, soit la critique des actes de l'autorité civile et des diverses formes du gouvernement. Elle rappelle à tous ses adeptes qu'un de leurs premiers devoirs comme maçons et citoyens est de respecter les lois du pays qu'ils habitent. Est-ce que vous trouvez, me dit mon ami après cette récitation, qu'une association qui formule de pareils principes en tête de ses règlements mérite les accusations de fanatisme, d'intolérance, d'irréligion et d'anarchie que vous venez de reproduire? Et, en effet, devant les affirmations de mon ami, et en présence des statuts et de la constitution maçonnique qu'il avait consenti à me montrer en ouvrant toutefois le livre qu'à la première page et en se retranchant derrière l'obligation du secret pour ne pas me le laisser feuilleter à loisir, je me sentais impressionné. J'étais tout disposé à croire de plus en plus que les ouvrages hostiles à la franc-maçonnerie que j'avais lus émanaient d'auteurs ignorants de leur sujet ou aveuglés par un incurable parti pris. Une objection s'imposait pourtant à mon esprit. Puisqu'il ne s'agit pour les francs-maçons, me disais-je, que de faire œuvre philanthropique et philosophique, de rechercher la vérité, d'étudier la morale, les sciences et les arts et d'exercer la bienfaisance, pourquoi se cache-t-il? Il me paraissait qu'une association qui se proposait un but pour ne pas se renfermer dans les ombres aurait tout intérêt à faire connaître au grand jour ses activités et intentions. Mon franc-maçon, qui n'était pas un grand clerc, mais qui avait du bon sens, semblait bien un peu gêné par cette objection. Il y faisait toutefois une réponse qui paraissait lui suffire, mais qui ne me donnait pas complète satisfaction. Nous nous cachons, disait-il, parce que nous voulons que nos œuvres de bienfaisance restent ignorées. La main gauche ne doit pas savoir ce que donne la main droite. Ce à quoi j'opposais cette dernière réflexion. Si la franc-maçonnerie se consacre tout entière à la bienfaisance, comment se fait-il qu'on ne connaisse dans le public aucune des œuvres franc-maçonniques? Dès lors que ces œuvres existent, il n'est pourtant pas possible qu'on ne les voie pas. À force de presser mon ami, je parvins enfin à lui faire avouer que la franc-maçonnerie était avant tout une société anticatholique. Comme ce caractère n'était pas alors pour m'effrayer, comme d'autre part je me sentais d'autant plus tenté de soulever le voile du mystère dont s'enveloppe l'institution maçonnique que je m'expliquais moins sa raison d'être, je finis par déclarer à mon ami que j'entrerais volontiers dans son association et je lui demandai ce qu'il y avait à faire pour cela. TL me présenta à un de ses amis, membre de la même loge que lui, et tous deux apostillèrent une lettre qu'ils me firent écrire au vénérable de leur atelier. Ma demande d'initiation fut lue en loge, comme il est d'usage. Après quoi le vénérable désigna secrètement 3 frères pour faire, chacun de son côté, une enquête et un rapport sur mon compte. Je reçus les visites successives de ces 3 frères qui me posèrent un certain nombre de questions sur mon âge, le lieu de ma naissance, mes occupations, surtout sur mes opinions politiques, philosophiques et religieuses. Je répondis très sincèrement à leurs questions. Sur le dernier article qui paraissait leur tenir particulièrement à cœur,
Je leur déclarais que j'avais été catholique jusqu'à l'âge d'environ 30 ans, que j'avais fait partie du corps des volontaires de l'Ouest, c'est-à-dire des zouaves de charrette, mais que mes idées s'étaient modifiées depuis peu de temps. Je remarquais bien qu'ils furent quelque peu interloqués par mes déclarations, et peut-être ne serais-je jamais devenu franc-maçon si le hasard n'avait voulu qu'un des 3 frères enquêteurs fût précisément un de mes meilleurs camarades de collège que je n'avais pas revu depuis près de 15 ans. Comme il était un des membres influents de la loge avant-garde, dans laquelle je demandais à entrer, il put, avec une certaine autorité, faire valoir la franchise de mes réponses et je reçus enfin une convocation m'invitant à me présenter au Grand Orient, 16, rue Cadet, un certain vendredi du commencement de l'année 1884, à 8h30 du soir. Je fus, comme on peut croire, exact au rendez-vous. Je commençai par être introduit dans un petit local appelé cabinet de réflexion, à l'entrée duquel on me dépouilla de ma montre et de mon porte-monnaie que j'avais préalablement dû alléger de 40 francs pour acquitter certains droits d'entrée. Il était convenu que ces 40 francs me seraient rendus si l'initiation ne m'était pas accordée après les épreuves physiques. On faisait grand bruit autour de moi de ces épreuves physiques qui devaient pourtant m'être légères. Les frères eurent en effet la générosité de me les épargner en raison d'un accident qui m'était survenu quelques jours auparavant et qui m'avait momentanément immobilisé le bras gauche. La porte du cabinet de réflexion fut fermée sur moi et je me trouvais dans un réduit de 3 mètres carrés à peine, tendu de draperies noires ornées d'insignes de deuil et d'inscriptions. Sur une petite table noire se trouvait un encrier noir, une plume noire, un buvard noir et, d'autre part, un tibia et une tête de mort dont la couleur naturelle disparaissait sous la poussière et la crasse accumulée par le temps. Je n'avais rien à faire autre chose dans ce cabinet de réflexion qu'à réfléchir. C'est à quoi je m'appliquais. Au bout d'une demi-heure, la clé grinça dans la serrure. La porte s'ouvrit et je vis un frère orné d'un petit tablier de peau blanche qui lui couvrait l'abdomen et d'une écharpe bleue descendant de l'épaule droite au côté gauche, le long de laquelle flamboyaient des ornements dorés. Ce frère avait un maintien grave. Il tenait à la main une épée en fer blanc dont la pointe arrondie traversait une feuille de papier qu'il me tendit au bout de son glaive. « Remplissez cette feuille, me dit-il. » Et, se retirant, il ferma brusquement la porte. Le papier qui m'avait été remis portait certaines indications d'après lesquelles j'avais à faire de nouveau connaître mon nom, mon âge, mon lieu de naissance, ma situation et mes opinions. Plus bas, il m'était demandé quelles pensées m'étaient suggérées par ce qui se passait autour de moi. Et enfin j'avais à faire mon testament. J'eus environ un quart d'heure pour me préparer ainsi à mourir au monde profane. Au bout de ce temps la porte s'ouvrit de nouveau. Le même frère au maintien grave reparut, portant la même. Je croyais que j'allais pouvoir sortir. Mais point, je fus recloîtré pour un temps assez long, pendant lequel, ai-je su depuis, une discussion très vive avait eu lieu à mon sujet. Plusieurs des enfants de la veuve trouvant, après la lecture des rapports me concernant et celle de mes déclarations testamentaires, que j'étais une recrue dangereuse et qu'il y avait au moins lieu de surseoir à mon admission aux épreuves. La balance pencha pourtant en ma faveur, et 3 frères vinrent me tirer de ma prison. « Profane, préparez-vous » me dit l'un d'eux. On me mit alors un épais bandeau sur les yeux. 2 des frères me prirent chacun par un bras et je fus entraîné sans savoir où. Je marchai quelques minutes, les yeux bandés comme je viens de dire et dirigé par les 2 frères qui me tenaient pour ainsi dire prisonnier. Tout à coup, l'un d'eux me dit brusquement. « Vite, baissez la tête. Plus bas, prenez garde, plus bas, encore plus bas », s'écria le second du ton d'un homme empressé à me mettre en garde contre un danger. Et en même temps lui et son compagnon se mirent à m'appuyer violemment sur la tête. « Attention, levez le pied, nous avons à monter un escalier, reprit le frère. Surtout, continuez à tenir votre tête baissée, ajouta le frère numéro 2. Nous commençâmes alors à gravir les marches d'un escalier, mes conducteurs me tenant toujours par les bras et m'empêchant en même temps de relever la tête. Maintenant, il n'y a plus de danger. Vous pouvez vous tenir droit, me dit le frère numéro 1, lorsque nous arrivâmes en haut de l'escalier. De danger, il n'y en avait aucun, ainsi que j'eus occasion de m'en apercevoir par la suite. Mais mes intelligents conducteurs trouvaient fort spirituel de me faire croire à des obstacles imaginaires. À peine la permission de reprendre la position normale m'avait-elle été octroyée qu'un vacarme épouvantable éclata dans la pièce où nous venions de pénétrer. Les bruits les plus extraordinaires, cris humains, cris d'animaux, chutes de meubles, heurts violents, imitations de tonnerre produites par des appareils spéciaux, semblaient venir de toutes les parties de la salle où l'on m'avait introduit, salle immense, à ce qu'il me paraissait. Je commençais à trouver la plaisanterie grossière, car je me rendais compte, à la nature et surtout à la simultanéité des bruits produits, qu'il ne s'agissait que d'une farce.
Mais la curiosité me fit tenir bon et je continuai à me laisser docilement conduire. Après plusieurs montées et descentes par des escaliers qui étaient toujours les mêmes et par lesquels on me faisait passer et repasser sans que je puisse en voir la fin. On m'avait privé de l'usage de mes yeux, on me conduisit enfin devant une porte que je jugeais extrêmement massive au bruit que fit le marteau dont on se servit pour demander l'entrée. J'entendis alors s'engager le dialogue suivant. Après un violent coup de maillet frappé sur une table, une voix s'écria. « Frère premier surveillant, avez-vous entendu ? On vient de frapper d'une manière irrégulière à la porte du temple. » Un second coup de maillet retentit, aussi vigoureux que le premier, et une autre voix prononça ces mots. « Très cher vénérable, une main profane vient de frapper à la porte du temple. » Une troisième voix, qui semblait celle d'un homme irrité, répondit à l'avertissement en s'adressant à un quatrième personnage. « Frère couvreur, voyez quels sont les téméraires qui osent ainsi troubler nos travaux. » Un bruit de guichet, de verrou et de serrure se fit entendre. La porte s'entr'ouvrit et le frère couvreur, exécutant l'ordre du vénérable, se mit à me hurler dans le nez. « Quel est l'audacieux qui tente de forcer l'entrée du temple ? » Un de mes conducteurs intervint. « Calmez-vous, mon frère, personne n'a l'intention de forcer l'entrée de cette enceinte sacrée. Ceux qui viennent de frapper sont des profanes désireux de voir la lumière et qui la sollicitent humblement de notre respectable loge. Combien sont-ils ? 2. J'appris ainsi que j'avais un camarade de promotion. La porte fut prudemment refermée sur cette réponse et la conversation suivante s'engagea à l'intérieur. Frère premier surveillant, le frère expert demande à introduire 2 profanes dans le temple. Vénérable, reprit la voix du premier surveillant, le frère expert demande à introduire 2 profanes dans le temple. Sur cette double annonce, le vénérable, d'une voix tonitruante. Mes frères, armez-vous de vos glaives. Des profanes sont à la porte du temple. Frère premier surveillant, que veulent ces profanes ? Que demandent-ils ? Ils sont désireux de voir la lumière. Il faut qu'ils soient bien audacieux pour avoir conçu l'espoir d'obtenir une telle faveur. Un de mes guides qui était évidemment celui qu'on avait désigné comme étant le frère expert se mêla de nouveau à la conversation à travers la porte. Mes frères, dit-il, ces profanes sont des hommes libres et de bonne mœurs. Le deuxième surveillant dit alors au premier. Le frère expert affirme que ces profanes sont des hommes libres et de bonne mœurs. Le premier surveillant dit au vénérable. Le frère expert affirme que ces profanes sont des hommes libres et de bonne mœurs. Je me demandais sur quoi pouvait bien être établie la bonne opinion que le frère expert avait de mon camarade et de moi. Mais le vénérable, sans poser la même question, sembla tout à coup s'adoucir et répondit. Puisque le frère expert affirme que ces profanes sont libres et de bonne mœurs, faites-leur demander leur nom et prénom, leur âge, le lieu de leur naissance, leur profession et leur domicile. J'avais entendu la question, le frère expert aussi par conséquent. Il aurait donc pu répondre directement au vénérable. Mais le rituel maçonnique ne permet pas que les choses aillent de si simple façon. C'est pourquoi le premier surveillant transmit solennellement la question du vénérable au deuxième surveillant, qui la transmit non moins solennellement au frère couvreur. Celui-ci la déposa officiellement à travers la porte dans l'appareil auditif du frère expert où elle était déjà arrivée depuis longtemps, et de la façon la plus naturelle, mais inutilement, parce que, d'après les règlements, le verbe du VE accent aigu et NE accent aigu. Rable devait, en cette circonstance, passer par les canaux rituels et descendre tous les degrés de la hiérarchie sans en sauter un seul. Le frère expert répondit pour le profane qui était arrivé à la porte du temple en même temps que moi. Il fit également pour moi les déclarations nécessaires, et nous entendîmes ces réponses remonter du frère couvreur au frère deuxième surveillant, du frère deuxième au frère premier, pour arriver enfin au vénérable, après avoir été salmodié, conformément à la liturgie, par tous les officiants du saint lieu maçonnique. Demandez à ces téméraires, répondit le vénérable à la communication qui venait de lui être faite, si leur intention est bien d'être reçus francs-maçons. Ce ne fut pas sans un certain effroi que j'entendis cette question répercutée par les organes vocaux des officiers de la respectable loge l'avant-garde maçonnique. Je songeais que s'il restait beaucoup de questions à transmettre par une voie aussi rapide, nous n'avions guère chance d'obtenir l'entrée du temple avant une heure fort avancée de la nuit. Mon compagnon d'infortune, qui, d'après la réponse faite précédemment à son sujet, s'appelait Renouvela, était évidemment en proie à une inquiétude du même genre, car je l'entendis demander irrévérencieusement si on ne pourrait lui procurer un matelas sur lequel il dormirait, en attendant que la porte du temple s'ouvrît. L'interrogation faite par le vénérable descendit de lui à nous, puis la réponse remonta de nous à lui par l'intelligente et rapide méthode que je viens d'exposer.
Enfin, après un certain nombre de jeux enfantins que je passe sous silence, le vénérable prononça ces mots. Faites-les entrer. Le premier surveillant dit au deuxième surveillant. Faites-les entrer. Le deuxième surveillant répéta au couvreur. Faites-les entrer. Le couvreur ordonna au frère expert. Faites-les entrer. Un grand bruit se fit alors entendre. Il était produit par toute une batterie de faux guichets, de faux verrous et de fausses serrures qu'on mettait en action. C'était très impressionnant. Je me sentis tiré par le seul bras valide que j'eus jusqu'à un siège sans dossier sur lequel on me fit asseoir. J'étais suivi par le profane Renouvela que j'entendis marcher jusqu'à un siège voisin du mien, sur lequel il s'assit, lui aussi, tout en maugréant contre les formalités de l'initiation qu'il ne se gênait pas pour déclarer stupides. Toutefois, comme on ne pouvait l'entendre, tendre au milieu du bruit qui se faisait alors, la cérémonie continua. Messieurs, nous dit le vénérable en s'adressant enfin directement à nous, les qualités que nous exigeons de vous pour être admis parmi nous, sont la plus grande sincérité, une docilité absolue, une constance à toute épreuve. Vos réponses aux questions que je vais vous adresser nous feront juger ce que nous devons penser de vous. C'est probable, grommela le profane Renouvela, à moins qu'ils ne soient encore plus bêtes qu'ils n'en ont l'air. Alors commença un premier interrogatoire. S'adressant tantôt au profane Renouvela, tantôt à moi, le vénérable nous posa les questions suivantes. Quelles réflexions ont fait naître dans votre esprit les objets offerts à vos yeux dans le lieu où vous avez été enfermés? Que pensez-vous de l'état où vous vous trouvez? Votre démarche, en nous demandant de vous admettre parmi nous, n'a-t-elle pas été un peu légère? Quelle opinion vous faites-vous de la franc-maçonnerie? Quel est votre dessein en vous présentant ici et qui vous en a suggéré l'idée? N'êtes-vous pas surtout entraîné par la curiosité? Qui vous présente dans cette loge? Y a-t-il longtemps que vous le connaissez? Êtes-vous prêt à subir les épreuves par lesquelles vous devez passer? Après la réponse que le profane Renouvela ou moi faisions à chaque question, le vénérable ne manquait jamais de nous débiter un sermon plus ou moins long, mais toujours également creux. Il termina en nous disant avec solennité. Messieurs, la franc-maçonnerie est une institution qui ne procède que d'elle-même. Elle prend son principe dans la raison, et c'est pourquoi elle est universelle. Elle a une origine propre qui ne doit pas être confondue avec celle des religions. Elle laisse à chacun la liberté de sa croyance, mais elle s'affranchit de toute domination religieuse. Elle est stable dans son dogme fondamental, et en même temps progressive. C'est pourquoi elle n'impose aucune limite à la recherche de la vérité. Vous ne sauriez trop réfléchir avant de vous engager parmi nous. Vous allez avoir à subir des épreuves redoutables. Si vous ne vous sentez pas le courage de braver tous les dangers, je vous engage à vous retirer alors qu'il est temps encore. Persistez-vous dans votre résolution? Naturellement, nous persistâmes, puisque nous sommes venus pour cela, répondit avec humeur le profane Renouvela. Frère expert, dit alors le vénérable, faites faire au profane le premier voyage. Les mêmes frères qui nous avaient amenés dans le temple s'approchèrent de nous, s'assurèrent que le masque que nous portions nous couvrait bien les yeux, et nous prirent par le bras pour nous conduire dans ce premier voyage. Ce ne fut pour moi qu'une simple promenade, car on me fit passer à côté de tous les obstacles. Mais il n'en fut pas de même pour le profane Renouvela, qu'on poussa sur des planches hérissées d'aspérité sur lesquelles son pied tournait ou glissait. On le faisait aussi grimper sur des passerelles appuyées par une extrémité sur le sol et par leur milieu sur une traverse élevée, de telle sorte qu'au moment où le pied se posait au-delà de la traverse, la passerelle basculait brusquement. À un certain moment j'entendis le bruit d'une chute et des rires étouffés qui se mêlaient au vacarme produit par les frères dont les uns frappaient le parquet de leurs épées en fer battu, tandis que les autres agitaient des appareils simulant le bruit de la grêle ou celui du tonnerre. Entre-temps nous percevions sous nos masques des lueurs étranges ou des flammes qui nous enveloppaient. Au bout de 2 ou 3 minutes, le vacarme cessa et l'on nous fit asseoir de nouveau. Vela, qui s'était étendu tout son long au passage de la passerelle, n'avait pas protesté. Du moins, je ne l'avais pas entendu. Mais lorsque le vénérable lui demanda quelle impression lui causait ce premier voyage, il répondit froidement. Une impression peu flatteuse pour la franc-maçonnerie. Je croyais qu'il s'agissait ici de choses sérieuses. Mon opinion s'est modifiée. Monsieur, répliqua le vénérable, ne parlez pas si légèrement. Le voyage que vous venez d'accomplir a une signification qui vous a échappé et que je vais vous dire. Il est l'emblème de la vie humaine. Le tumulte des passions, le choc des intérêts, les difficultés des entreprises, les obstacles multipliés sous vos pas par des concurrents empressés à vous nuire et toujours disposés à vous rebuter, les haines, les trahisons, les malheurs qui frappent l'homme vertueux, tout cela est figuré par le bruit et le fracas qui ont assourdi vos oreilles et par les difficultés de la route que vous avez parcourue. Peut-être avez-vous déjà éprouvé une partie de ces maux qui troublent la vie profane?
Prenez courage, monsieur, la maçonnerie apprend à les supporter et procure des consolations et des dédommagements. Le profane renouvela parut calmé par cette explication. Je me demande à quels incidents eût donné lieu son initiation s'il avait eu affaire à certaines loges de province dans lesquelles les épreuves étaient plus ardues. Sont infiniment plus ridicules, plus impatientes, plus fatigantes surtout qu'à Paris. Il est des ateliers, par exemple, où l'on fait marcher le profane sur des planches mobiles qui se dérobent sous ses pas. Où on le descend dans un puits, où on le fait monter à échelle sans fin, c'est-à-dire à une échelle qui glisse dans une rainure sous le pied du récipiendaire, de telle sorte qu'il croit s'élever à des hauteurs vertigineuses alors qu'il reste à la même place. Heureux doit-il s'estimer quand on ne l'oblige pas à se jeter du haut de la plateforme au sommet de laquelle il se croit arrivé ou lorsqu'on ne lui administre pas une décharge électrique au moyen d'une bouteille de Leyde pour simuler les orages qui règnent dans les sphères supérieures de l'atmosphère et pour symboliser ceux de la vie. Après le premier voyage, la série des questions recommença pour le profane renouvela et pour moi. C'était tantôt un frère, tantôt un autre qui nous interrogeait, et les demandes les plus saugrenues nous furent adressées. C'est ainsi qu'on pria le profane renouvela de dire ce qu'il aurait fait si, étant bourreau, il eut l'occasion d'assurer l'évasion d'un criminel à l'exécution duquel il aurait été commis. De mon côté, on m'interrogea sur l'espèce d'âme que peut avoir un idiot. J'eus bonne envie d'inviter mon interlocuteur à s'assurer. Je me privai de ce plaisir et je me bornai à déclarer que la question était au-dessus ou au-dessous de ma compétence, comme on voudrait. On nous fit accomplir un second voyage qui fut tout aussi commode pour moi que le premier et au cours duquel le profane renouvela lui-même ne rencontra que des obstacles insignifiants. Nous fûmes seulement accompagnés sur tout le parcours de notre route par un obstiné cliquetis des fameuses épées en fer battu. Le vénérable nous expliqua longuement que cette absence d'obstacles devait rendre sensible à notre esprit l'effet de la constance à suivre le chemin de la vertu. Chemin, nous affirma-t-il en connaisseur, qui devient de plus en plus agréable au fur et à mesure qu'on y avance. Les cliquetis d'armes que nous avions entendus étaient pour figurer les combats que l'homme vertueux est sans cesse obligé de soutenir pour diriger ses passions. Il nous fallut ensuite avaler le breuvage d'amertume et de nouveaux discours du vénérable, puis plonger nos mains dans un vase rempli d'eau glacée, et, après quelques nouvelles questions, effectuer un dernier voyage, sans aucune difficulté celui-là, tant notre fréquentation, pourtant si récente, des frères maçons nous faisait approcher de la perfection qui allait enfin nous être donnée. Mais avant que ce bienfait nous fût accordé, le vénérable nous prévint qu'il avait une promesse à nous demander. Jurez-vous, me dit-il, de faire tout ce que la franc-maçonnerie vous ordonnera, et en particulier de garder le secret sur tout ce que vous verrez se passer dans nos temples? Oui, répondis-je, mais pourtant à une condition. C'est que ma conscience me le permette. Comment? Rugit une voix. Vous avez l'orgueil de mettre votre conscience au-dessus de la franc-maçonnerie? Mais oui, repris-je un peu troublé. Et c'est parce que je connais ma conscience, tandis que je ne connais pas encore la franc-maçonnerie. Le profane renouvela, interrogé sur le même point, accentua encore ma restriction en disant qu'il n'admettait pas qu'on pût demander à un homme de s'engager sur l'inconnu. Le vénérable crut devoir nous rassurer en nous affirmant que la franc-maçonnerie ne nous demanderait jamais rien qui ne fût conforme à la justice, à la vérité et aux lois du pays. Promesse singulièrement trompeuse, après quoi il ajouta, « Nous sommes disposés, messieurs, à récompenser votre confiance en nous et votre fermeté dans les épreuves que vous avez subies. Cependant, nous devons encore consulter les membres. Nous allons donc vous prier de vous retirer tandis que nous allons délibérer. » On nous fit alors sortir du temple et on nous conduisit dans un vestibule où on nous ôta enfin le masque qui nous couvrait les yeux. Je vis le profane renouvela en face de moi. Il me regardait aussi curieusement que je le regardais moi-même. Nous avions l'air de nous dire l'un à l'autre. « Comment, vous avez été assez bête pour vous laisser entraîner dans une aussi ridicule aventure ?» Autour de nous, il y avait une demi-douzaine de frères maçons. Les uns étaient ornés de cordons bleus sur lesquels brillaient des broderies de métal représentant des temples, des soleils, des pélicans en train de se déchirer les flancs pour leurs enfants qu'on voyait ouvrir des becs énormes. Les autres portaient de petits tabliers en peau blanche, de la dimension d'une bavette d'enfant, mais à double jupe. Attachés par des cordons blancs autour des reins, ces tabliers s'étalaient sur les ventres d'une façon pudique et comique à la fois. Les frères nous regardaient d'un air satisfait. « Eh bien, qu'est-ce que vous pensez de cela ?» semblait-il nous dire. Nos amis respectifs sortirent en même temps du temple et vinrent à nous. Renouvela se précipita sur celui à qui il devait son initiation. « Ah, mon cher, lui dit-il d'un ton furieux, vous auriez bien dû me prévenir de la stupidité de ce que vous appelez les épreuves de l'initiation. Je vous assure que je ne me croyais pas assez naïf pour supporter tout cela.
Sachez, mon cher, que Voltaire a subi ces épreuves et ne s'en est pas trouvé moins spirituel pour cela. Il vous l'a dit ? Riposta Renouvela qui semblait à ce moment-là mépriser profondément les qualités intellectuelles de son ami. Le bruit d'une discussion venant de l'intérieur du temple parvint alors jusqu'à nous. Tous les frères se précipitèrent à l'intérieur, sauf 2 qui nous prièrent de nous éloigner de la porte en nous prévenant qu'on délibérait à notre sujet et que nous ne devions pas entendre les réflexions échangées. Nous eûmes à attendre plus de 20 minutes. Mon admission provoqua les plus vives objections, plusieurs de mes réponses ayant profondément déplu à cause de l'indépendance dont elles témoignaient, indépendance qu'on jugeait excessive. Grâce à un discours habile de mon ami, il se trouva quand même une majorité de boules blanches sur mon nom. Et voilà à quoi il a tenu que j'ai pu, plus tard, constater de visu l'usurpation du pouvoir franc-maçonnique international sur le pouvoir politique français et me rendre compte du mécanisme grâce auquel s'était effectuée cette usurpation. On vint enfin nous prévenir que nous étions admis, le profane Renouvela et moi, à recevoir le bienfait de la lumière maçonnique. Nos gardiens s'approchèrent de nous et se mirent en devoir de nous couvrir à nouveau les yeux d'un masque. « Comment, ça n'est pas fini ?» s'exclama le profane Renouvela. « Oh, lui fut-il répondu, ce n'est plus maintenant qu'une simple formalité. Dans 5 minutes vous aurez reçu la lumière et vous en saurez tout autant que nous. »« Enfin, allons-y, » dit Renouvela d'un ton résigné. D'autant plus que ça doit être quelque chose de curieux que cette lumière-là. « Ah, dame, il faut savoir la mériter, » prononça sentencieusement un de nos guides. « Vous dites, » reprit Renouvela, « que dans 5 minutes nous en saurons autant que vous. Vous ne pourriez pas m'indiquer comment vous allez vous y prendre pour nous enseigner tant de choses en si peu de temps ? » Comme on ne répondait pas à sa question, il reprit, incorrigible. « Est-ce que l'esprit maçonnique va descendre en nous sous forme de flamme ? Est-ce qu'il nous donnera le don des langues ? Marchons, on nous attend. » Ce fut toute la réponse qu'obtint le profane Renouvela. Nous allions, d'ailleurs, connaître par expérience personnelle, la lumière maçonnique. Nos gardiens, nous poussant devant eux, nous firent entrer de nouveau dans le temple, où régnait cette fois le plus profond silence. Lorsqu'on nous eut conduits jusqu'à la place qui nous était réservée, la voix du vénérable se fit entendre. « Messieurs, nous dit-il, les membres de cet atelier vous ont reconnu dignes de recevoir la lumière. Mais avant de vous la donner, j'ai à vous demander le serment maçonnique. L'engagement que vous allez prendre ne contient rien qui puisse blesser le respect que nous devons aux religions et aux bonnes mœurs, ni l'obéissance due aux lois. Ce serment est grave, il faut que vous le prêtiez de votre pleine liberté. Je vais vous lire la formule du serment, vous aurez ensuite à dire. Je le jure, y consentez-vous ? Oui, en tenant compte des restrictions formulées tout à l'heure, répondit le frère Renouvela. Et vous, monsieur ? Oui, dans les mêmes conditions. Je vous le répète, messieurs, l'engagement que je vous demande ne peut en aucune façon blesser les susceptibilités de votre conscience. En voici la formule. Je jure et promets sur ce glaive, symbole de l'honneur, de garder tous les secrets qui me seront confiés par cette respectable loge, ainsi que tout ce que j'y aurais vu faire et entendu dire, de n'en jamais rien écrire sans en avoir reçu permission. Je promets d'aimer mes frères et de les secourir selon mes facultés. Je promets en outre de me conformer aux statuts généraux de la franc-maçonnerie et aux règlements particuliers de cette respectable loge, et je préférerais avoir la gorge coupée plutôt que de me rendre coupable de trahison en révélant les secrets de l'ordre. Dites. Je le jure, le profane Renouvela et moi, nous répétâmes. Je le jure, ce serment, dont la formule varie en certains détails suivant les loges et les fédérations et auxquels d'autres serments viennent s'ajouter dans les grades plus élevés, constitue l'un des grands moyens de domination de la franc-maçonnerie. Et il est facile de s'en rendre compte. Adversaires tant qu'on les ignore, si redoutables qu'elles puissent être. Le meilleur procédé que puisse employer une association politique qui veut s'emparer du pouvoir par une action lente, c'est donc de dissimuler cette action afin qu'on ne s'y oppose pas. Si elle y parvient, si sa marche ne rencontre pas d'adversaire, précisément parce qu'elle est ignorée, à quel résultat ne peut-elle pas arriver ? On commence à s'apercevoir de sa puissance non pas lorsque cette puissance est créée, ce n'est pas assez dire, mais lorsque, trop sûre d'elle-même, elle devient abusive et tyrannique, c'est-à-dire lorsque la lutte ne peut être engagée contre elle que dans des conditions d'infériorité presque écrasantes. C'est ce qui est arrivé pour la franc-maçonnerie française. Avec ses 30 000 adhérents, dont 28 000 au moins sont des êtres d'une valeur intellectuelle absolument nulle, elle est parvenue, grâce au secret à l'abri duquel elle a manœuvré pendant des années, à s'emparer de la France, à disposer de son organisation, de son administration supérieure, de son éducation, de son enseignement, de la direction de sa politique extérieure,
bref de tout ce qui constitue cette force qui s'appelle dans le monde la puissance française. Et c'est seulement lorsque cette usurpation est un fait accompli, c'est lorsque, méconnaissant les intérêts de la France, la franc-maçonnerie en fait litière dans l'intérêt de sa propre fortune, c'est lorsque, fanatique et lâchement. Comment expliquer que le secret maçonnique soit assez bien observé pour que la congrégation de la rue Cadet ait pu si tranquillement perpétrer son crime contre la nation française? Il y a à cela plusieurs raisons. Un grand nombre de francs-maçons ne font que passer dans la franc-maçonnerie. Soit pour une raison, soit pour une autre, ils s'aperçoivent au bout de quelques mois qu'ils ne trouveront pas dans cette association ce qu'ils y étaient venus chercher. Ils cessent de payer leurs cotisations mensuelles et sont rayés par le fait même. Ils partent avant d'avoir pu s'apercevoir de quoi que ce soit, et, par conséquent, n'ayant rien appris, ils ne peuvent rien dire. Ceux qui restent sont, à part quelques exceptions, ou des fanatiques inconscients, ou des imbéciles, ou des ambitieux résolus à tout pour parvenir. Les ambitieux arrivent où ils veulent, et ils sont enchaînés par leur intérêt même. Les fanatiques, conscients ou inconscients, ont, de leur côté une dévotion sans borne pour leur congrégation. La franc-maçonnerie, c'est leur sacré-cœur. Quant aux exceptions dont je viens de parler, elles comprennent le plus souvent de braves gens, des esprits honnêtes entrés dans la franc-maçonnerie parce qu'on leur a persuadé que cette association était bienfaisante, fraternelle, nullement politique, adversaire du cléricalisme, il est vrai, mais du seul cléricalisme, c'est-à-dire de la mainmise d'une secte quelconque sur la politique, et encore, adversaire sans violence, ne combattant que par la prédication et l'exemple de la tolérance, respectueuse d'ailleurs de toutes les religions et de leurs cérémonies, ne réclamant autre chose que la liberté absolue de conscience pour tous les citoyens, c'est-à-dire le droit imprescriptible, pour les uns, de ne se rattacher à aucun culte, et, pour les autres, d'être de fervents pratiquants dans une religion quelconque sans qu'il en puisse résulter pour ces derniers aucun dommage, aucune attaque, aucun manque de respect, aucune diminution de leurs droits. Tout cela est d'ailleurs écrit dans les statuts. Tout cela est imprimé, et répété tous les jours. Ne faudrait-il pas être quelque peu porté à la perversité pour se figurer que le mensonge est ainsi érigé en système? Les francs-maçons honnêtes dont je viens de parler, qui deviennent de plus en plus rares, finissent généralement par s'apercevoir que la franc-maçonnerie ne répond en rien au portrait qui leur en est fait. Mais ils croient que c'est par la faute de certains arrivistes qui la déshonorent momentanément. Ils se lamentent, ils osent même parfois protester. Mais, soit qu'enfin désespérés ils quittent les loges, soit qu'ils y restent dans l'espoir de voir de meilleurs jours, ils se taisent, précisément parce qu'ils sont des esprits tranquilles en même temps qu'honnêtes, le plus souvent craintifs et timorés. Ils se souviennent qu'ils ont prêté serment, et dès lors que le souci des maux du pays ne prédomine pas en leur esprit, le souvenir de ce serment suffit pour que leur langue soit liée. Chez les uns, par le respect qu'ils professent pour la promesse faite. Chez les autres, par la peur qu'ils ont de se compromettre ou d'être attaqués, injuriés, déconsidérés, le plus souvent, par toutes ces raisons à la fois. Pour que j'aie moi-même agi autrement que ceux dont je viens de parler, tout un ensemble de circonstances ont été nécessaires, dont la rencontre est forcément assez rare. Et tout d'abord il a fallu qu'on m'ait posé la question relative aux ordres qui pourraient m'être donnés, et que j'ai répondu à cette question en formulant la réserve que j'ai rappelée, c'est-à-dire en déclarant que je mettais les ordres de ma conscience au-dessus de ceux de la franc-maçonnerie. Il a fallu, en outre, que j'ai achevé de conquérir ma pleine et entière indépendance en me séparant de la franc-maçonnerie dans les conditions absolument particulières que je raconterai dans la suite de ce récit. Sans cela, je me serais sans doute senti retenu plus longtemps par le serment qu'on m'avait arraché, et je n'aurais peut-être pas écrit en 1892 mon ouvrage sur la question religieuse et la franc-maçonnerie. Je ne l'ai d'ailleurs pas terminé, cet ouvrage, sans un certain trouble intérieur dont je n'aurais certainement pas triomphé si je ne m'étais senti au-dessus de toute ambition, de tout sentiment d'intérêt personnel, si, en même temps, je n'avais pas eu l'esprit fait de telle sorte que, libre penseur, je considérais pourtant comme funeste à mon pays la guerre faite aux consciences catholiques. Si enfin, étant républicain, je ne m'étais indigné de voir le parti auquel j'appartenais, réduit à assumer la responsabilité de cette guerre fratricide, alors qu'en réalité, je le voyais entraîné, sans le savoir, derrière une bande, solidement organisée, de fanatiques féroces et de cyniques ambitieux. Un tel ensemble de circonstances était déjà difficile à réaliser. Et pourtant il eût été insuffisant si, en même temps, celui en qui il se trouvait réuni eût été doué d'un esprit modéré plutôt que d'un esprit assez violemment combatif. Je me hâte d'ajouter que je suis maintenant et depuis longtemps débarrassé de tout scrupule sur cette question. Et je dis cela pour fortifier, s'il en est besoin,
L'état d'esprit des francs-maçons qui sont parvenus à échapper à l'influence de la secte ou qui se préparent à s'y soustraire. C'est l'affaire Dreyfus qui m'a prouvé que j'avais bien agi. Elle m'a fait comprendre qu'il existe une hiérarchie dans les devoirs, et que certains doivent, à certaines heures, prendre le pas sur les autres. J'appartenais à mon pays avant d'appartenir à la franc-maçonnerie. Je me dois donc à lui d'abord. Et c'est pourquoi, même si j'étais encore franc-maçon, je me dirais qu'en face d'un devoir patriotique il n'y a pas de serment maçonnique qui doivent tenir, même en admettant que ce devoir et ce serment aient été demandés honnêtement. Ce qui n'existe pas, puisque la franc-maçonnerie les impose frauduleusement en trompant les initiés le jour même de leur initiation par les déclarations de tolérance qu'elle inscrit dans ses statuts et qui ne sont que d'impudents mensonges. Aussi, je ne regrette qu'une chose. C'est de n'avoir pas pu faire plus que je n'ai fait pour mon pays outragé et trahi, sais-je dû pour cela avoir la gorge non pas une fois, mais 100 fois coupée. Je reviens, après cette longue mais utile digression, à la cérémonie de mon initiation. Dès que le profane renouvela et moi nous eûmes prêté serment, le vénérable dit d'une voix forte. Allons, vous tous, mes frères, faites votre devoir. Frère premier surveillant, maintenant que la patience et la fermeté de ces néophytes fait sortir victorieux de cette lutte entre le profane et le maçon, les jugez-vous dignes d'être admis parmi nous? Oui, vénérable. Que demandez-vous pour eux? La lumière. Alors, le vénérable, ayant attendu quelques secondes la fin de certains préparatifs que je sentais se faire autour de moi, prononça ces paroles solennelles. Que la lumière soit. Puis il frappa lentement 3 coups de maillet. À peine le dernier avait-il retenti que le masque qui me couvrait les yeux me fut brusquement arraché. À ma droite, je vis debout comme moi et sans bandeau sur les yeux le profane renouvela. À gauche, un frère, d'allure commune, c'était le frère servant, autrement dit, le balayeur de la loge, tenait des 2 mains une pipe longue de 2 mètres munie d'un énorme fourneau. Ce frère soufflait tant qu'il pouvait dans le tuyau de la pipe, d'où il finit par faire jaillir une flamme produite par une certaine poudre de lycopode. Cette flamme nous enveloppa un instant, mais un peu trop tard, puisque, d'après le rituel, c'est au milieu de ces tourbillons que la vue aurait dû nous être rendue. L'opération avait donc mal réussi, et peut-être est-ce à cette fâcheuse circonstance que doivent être attribuées les mauvaises suites de mon initiation. Tout autour de nous se tenait une trentaine de francs-maçons revêtus du cordon ou du petit tablier ombilical que j'avais déjà remarqué dans le vestibule. Chacun d'eux tenait en main un glaive dont la pointe était tournée vers nous. Ce spectacle n'était d'ailleurs nullement terrifiant, par la raison que ces glaives en fer battu et à lame tordue, rouillés et ébréchés, ressemblaient bien moins à des épées qu'à de mauvaises lardoires de cuisine. Le profane renouvela jeta autour de lui un regard circulaire, et je l'entendis qui murmurait. Ces bougres-là ont-ils l'air bêtes? La salle où nous nous trouvions était en forme de rectangle allongé, avec, à l'extrémité qui nous faisait face, un retrait en demi-cercle dont le sol était surélevé de 3 marches. C'était l'endroit réservé appelé l'Orient. Il était séparé du reste du temple par une petite balustrade et éclairé par de hauts chandeliers à plusieurs branches. Le vénérable trônait au milieu de l'Orient, sous un dais, et debout devant une sorte d'autel. Au-dessus de sa tête était représenté un œil immense au milieu d'un triangle. Cet œil énorme me rappela tout de suite celui que des faïenciers facétieux peignent au fond de certains vases. De ci de là étaient disséminés des signes, des lettres et des gravures kabbalistiques. De chaque côté de l'Orient se tenaient debout le frère orateur et le frère secrétaire, chacun derrière une petite table. Ils portaient, ainsi que le vénérable et les premiers et seconds surveillants, des cordons en moire passés au cou et couverts d'ornements dorés. Des banquettes décorées du nom de colonnes et réservées aux simples frères étaient alignées sur 2 rangs, dans le sens de la longueur du rectangle. À l'extrémité de l'une des colonnes se tenait le frère premier surveillant. Le frère second surveillant était à l'extrémité de l'autre, chacun d'eux occupant une stalle située à côté de la porte d'entrée, et assez semblable à celle qu'on voit dans les vieilles églises. Néophyte, nous dit le vénérable, les glaives qui sont tournés vers vous vous annoncent que tous les maçons voleront à votre secours dans les circonstances difficiles où vous pourrez vous trouver, si vous respectez et si vous observez fidèlement nos lois. Ils vous annoncent en même temps que vous ne trouverez parmi nous que des vengeurs de la maçonnerie et de la vertu, et que nous serons toujours prêts à punir le parjure si vous vous en rendiez coupable. Aucun lieu de la terre ne vous offrirait alors un refuge contre nos armes. Après avoir prononcé ces phrases comminatoires, le vénérable frappa un coup de maillet et tous les assistants, regagnant les banquettes, y déposèrent leurs glaives. Frère maître des cérémonies, reprit le vénérable, amenez les nouveaux initiés à l'Orient. Le vénérable commença par nous apprendre, par la justesse du compas,
à diriger tous nos mouvements vers le bien. Saisissant ensuite d'une main son épée flamboyante, il en plaça la lame sur ma tête, tandis qu'il tenait son maillet de l'autre main. Au nom et sous les auspices du Grand Orient de France, déclara-t-il solennellement, en vertu des pouvoirs qui m'ont été conférés, moi, vénérable de cette respectable loge, je vous crée, reçois et constitue apprenti maçon, au premier degré, et membre de la respectable loge constituée sous le titre distinctif de zone d'activité en garde maçonnique, à l'Orient de Paris. Mon frère, car dorénavant nous ne vous donnerons plus d'autres noms, approchez et recevez de moi, au nom de tous mes frères, le baiser fraternel. Et le vénérable posa ses joues sur mes joues. Ça n'était pas autrement régalant. La même cérémonie recommença pour le frère Renouvela, qui, ne sachant s'il allait se fâcher ou éclater de rire au nez du vénérable, avait un air grognon parfaitement comique. Le vénérable nous plaça ensuite sur l'abdomen un petit tablier en peau blanche, recouvert d'une bavette pouvant tomber sur le tablier ou se relever à la volonté du porteur. Ce tablier, qui est notre habillement maçonnique, nous dit-il, vous donne le droit de vous asseoir parmi nous, et vous ne devrez jamais vous présenter dans ce temple sans en être revêtu, la bavette levée. Il nous remit à chacun après cela une immense paire de gants d'homme en nous disant « Recevez ces gants que vous offrent vos frères. N'en souillez jamais la blancheur. Nous n'admettons point de femmes dans nos loges, mais en rendant hommage à leur grâce et à leur vertu, nous aimons à rappeler leurs souvenirs. Vous donnerez ces gants à la femme que vous estimez le plus. » Cette recommandation ne laissa pas que de me mettre en un certain embarras, car je me demandais ce qu'auraient bien pu faire les mains de la femme que j'estimais le plus, dans les 2 énormes enveloppes de vilaine peau que me tendait le vénérable. Comme, hommage à sa grâce et à sa vertu, ça me semblait aussi peu réussi que possible. Sa grâce se fut étonnée et sa vertu était trop à l'aise. Enfin, on nous fit connaître les signes, les attouchements, les mots de passe, et aussi le mot sacré qui donna lieu à ce nouveau discours du vénérable. Le mot que nous appelons sacré ou la parole est le plus ineffable de nos mots mystérieux. On ne doit jamais le prononcer, encore moins l'écrire. Pour se le communiquer entre francs-maçons, on l'épelle lettre par lettre, l'un à l'autre à l'oreille, le premier disant la première lettre, le second la seconde, le premier reprenant la troisième et ainsi de suite. Lorsqu'on vous demandera le mot sacré de la franc-maçonnerie, vous répondrez « Je ne dois ni le dire ni l'écrire. Je ne peux que l'épeler. Dites-moi la première lettre, je vous dirai la seconde. Je vais, mon frère, vous communiquer ce mot, lettre par lettre, sans le prononcer. Écoutez bien, J-A-K-I-N répétons-le, en épelant tour à tour, comme je viens de vous dire. Nous épelâmes le mot Jacquine selon les instructions reçues. Sachez aussi, poursuivit le vénérable, que nous faisons tout en équerre et que le nombre 3 est chez nous un nombre mystérieux. Ainsi, quand un frère vous demandera votre âge, vous répondrez que vous avez 3 ans. Après qu'on nous eut fait exécuter la marche mystérieuse, qui est une sorte de pas de danse, et qu'on nous eut montré le salut en équerre, nous eûmes à répéter notre leçon devant le premier surveillant. Celui-ci, après s'être assuré que nous n'avions rien oublié, frappa un coup de maillet et dit « Vénérable, les mots, signes et attouchements. Les moments sont justes et parfaits. Les novices ont marché en maçon et ils ont travaillé sur la pierre brute. » Brute, prononça tout bas le frère Renouvela en regardant le premier surveillant. Oh oui. Tu l'as dit. Le vénérable somma alors la respectable loge l'avant-garde maçonnique de nous reconnaître comme frères. Il nous fit un discours sur la terre, l'air, l'eau et le feu, dans lequel il trouva moyen de nous parler d'Uranus, de Galilée, de Torricelli, des mages, de Lavoisier, de l'oxygène, des becs de gaz et de la pipe à lycopode. Il nous avertit que nous n'avancerions plus avant dans la connaissance des mystères que si nous nous montrions assidus aux réunions. Enfin, il consentit à cesser de parler. Mais, hélas, ce fut pour donner la parole à l'orateur, pour la communication de son morceau d'architecture. Quel morceau? Je crois que nous y serions encore si, fort heureusement, l'orateur n'avait fini par se si bien embrouiller qu'il ne put se tirer d'affaire qu'en terminant brusquement par un bredouillement que personne n'entendit. Le vénérable se hâta de faire circuler le tronc de la veuve, et le sac aux propositions. Le sac revint vide, personne n'ayant de proposition à faire. Le tronc fut examiné. Il contenait 49 sous et 3 boutons de culotte qui provoquèrent une verte mercuriale du vénérable à l'adresse des frères Goguenard. Frère premier surveillant, les ouvriers sont-ils contents et satisfaits? Le premier surveillant répondit, ils le sont, vénérable. Le vénérable, frère second surveillant, quel âge avez-vous? Le second surveillant, 3 ans, il n'était donc pas plus âgé que moi, et nous allions pouvoir jouer ensemble comme de bons petits enfants.
Le vénérable reprit. Pendant combien de temps travaillent les maçons? Le second surveillant. De midi à minuit. Le vénérable. Frère premier surveillant, quelle heure est-il? Sans regarder sa montre, par cette raison que quand bien même il serait 10 heures du matin, les francs-maçons affirmeraient qu'il est minuit, dès lors qu'ils ont envie de terminer leurs travaux, le premier surveillant répondit. Il est minuit plein, vénérable. Le vénérable, puisqu'il est minuit plein et que c'est l'heure à laquelle les maçons ferment leurs travaux, frères premier et second surveillant, invitez les frères de vos colonnes à se joindre à vous et à moi pour nous aider à fermer les travaux de la respectable loge avant-garde maçonnique au grade d'apprenti, selon le rite et par les mystères accoutumés. Le premier surveillant, frère qui décorait la colonne du midi, vous êtes invités par le vénérable et par moi à vous joindre à lui et à moi pour nous aider à fermer les travaux de la respectable loge avant-garde maçonnique au grade d'apprenti, selon le rite et par les mystères accoutumés. Le second surveillant, frère qui décorait la colonne du nord, vous êtes invités par le vénérable, par le premier surveillant et par moi à vous joindre à eux et à moi pour nous aider à fermer les travaux de la respectable loge avant-garde maçonnique au grade d'apprenti, selon le rite et par les mystères accoutumés. Le premier surveillant, l'annonce est faite, vénérable maître. Le vénérable, se levant, debout et à l'ordre, mes frères. Tous les assistants se levèrent. Chacun d'eux se mit dans l'attitude du soldat sous les armes, les talons joints, la pointe des pieds en dehors, la main gauche pendante, la droite sur la poitrine, le pouce d'un côté de la gorge et les 4 doigts de l'autre. Le vénérable frappa 3 coups de maillet. Le premier surveillant en fit autant, et le second surveillant après lui. Le vénérable, d'une voix forte. À moi, mes frères, par le signe, la batterie et l'acclamation. D'un même mouvement, chacun des assistants fit le signe d'apprenti, c'est-à-dire qu'il porta la main droite à l'épaule gauche, la tira d'un mouvement brusque à l'épaule droite et la laissa ensuite retomber le long du corps de manière à figurer l'angle droit d'une équerre. Tous ensemble également, ils frappèrent 3 coups dans leurs mains, les 2 premiers rapprochés et séparés du dernier par un temps, et crièrent. Liberté, ils répétèrent la même batterie une seconde fois pour crier. Égalité, et une 3e fois pour finir par. Fraternité, le vénérable. Au nom et sous les auspices du Grand Orient de France, je déclare fermer les travaux de la respectable loge l'avant-garde maçonnique à l'Orient de Paris. Retirons-nous en paix, mes frères, sous le serment du silence. Chacun étendit la main en signe d'assentiment, sans souffler mot. C'était fini, j'étais franc-maçon, j'avais reçu la lumière, mais je dois avouer que je n'en voyais pas plus clair pour cela. Constatant que mes nouveaux frères retiraient leurs ornements, je fis comme eux, je mis mon tablier dans ma poche, ainsi que la paire de gants. Non pour homme, mais plutôt pour gorille, dont le vénérable m'avait fait cadeau afin que je l'offre, m'avait-il dit, à la femme que j'estimais le plus, et je m'en fus couché, l'esprit confusément rempli des événements symboliques de cette mémorable soirée. Mon récit est déjà long. Je voudrais l'abréger, et je vais au contraire l'allonger. Après avoir raconté comment je suis entré dans la franc-maçonnerie, il me semble en effet que je ne ferai comprendre qu'imparfaitement comment et pourquoi j'en suis sorti, si je n'expose pas, au moins sommairement, ce que j'y ai fait pendant les 5 ans et demi que j'y ai passé. Au moment où j'entrais dans la confrérie des enfants de la veuve, j'étais, je l'ai dit précédemment, dans un état d'esprit qui me rendait très apte à subir la suggestion maçonnique. Élevé très catholiquement, trop catholiquement, puis-je dire, en ce sens que j'avais, étant enfant et jeune homme, subi la pression d'un zèle aussi exagéré qu'il était sincère, je m'étais trouvé un jour brusquement jeté hors de ma foi primitive par l'étude de la théorie darwinienne. C'est à ce moment-là que le hasard me fit entrer dans la franc-maçonnerie. Je me rappelle avoir alors écrit, dans la revue de l'hypnotisme, une série d'articles que j'avais intitulés « Comment je suis entré dans la franc-maçonnerie, la suggestion des milieux sociaux », article qui m'avait été inspiré par les expériences de suggestion auxquelles j'avais eu occasion d'assister chez le directeur de cette revue. La suggestion des milieux sociaux existe bien en effet, et cette suggestion est, jusqu'à un certain point, une véritable suggestion hypnotique. J'eus donc à subir la suggestion maçonnique. Pendant 2 ans, elle s'exerça sur moi comme agit sur une plante l'atmosphère de la serre où elle est enfermée, et si puissamment, qu'en quelques mois, j'étais devenu un pur jacobin, moi qui n'étais pourtant pas sectaire par tempérament puisque le catholicisme ne m'avait jamais rendu fanatique lorsque j'adhérais à son dogme. J'étais d'ailleurs très exact aux réunions de ma loge. Ces réunions, comme celles de toutes les loges françaises, avaient lieu 2 fois par mois. L'une des 2 réunions était dite « tenue solennelle » et l'autre « tenue de comité ». La tenue solennelle avait lieu le 3e vendredi de chaque mois. Le premier vendredi était réservé à la tenue de comité.
Les seuls officiers de la loge étaient obligés d'assister à cette dernière réunion qui avait pour objet les décisions à prendre à propos des demandes de secours, les correspondances échangées avec d'autres ateliers, les questions financières et la préparation de l'ordre du jour de la tenue solennelle suivante. Tous les membres d'un atelier sont au contraire pour ne garder que le paragraphe, et réunit les phrases quand il y a un tiret en le supprimant. Obligés d'assister aux tenues solennelles, dont l'ordre du jour a été délibéré et préparé en comité, et envoyé en temps utile à chacun d'eux par planche de convocation. Il y a quelques années, ces planches portaient au verso le nom et l'adresse de chacun des membres de l'atelier qui les envoyait. C'est ainsi que des profanes ont pu cataloguer les noms d'un certain nombre de francs-maçons. Mais les congréganistes de la rue Cadet se sont vite aperçus qu'ils livraient ainsi le secret de leur affiliation et ils ont laissé en blanc le verso des planches de convocation. L'ordre du jour des tenues solennelles comprend généralement l'ouverture des travaux selon les mystères accoutumés, la lecture du procès-verbal de la séance précédente, la lecture de la correspondance, une discussion ou une conférence sur un sujet politique, sociologique, économique et surtout anti-religieux, la circulation du tronc de bienfaisance et du sac aux propositions, et enfin, la fermeture des travaux, toujours, selon les mystères accoutumés. À ce programme s'ajoutent assez souvent les initiations de profanes, et les augmentations de salaire, des apprentis ou des compagnons. J'ai raconté ailleurs combien sont grotesques les ouvertures des travaux selon les mystères accoutumés. D'autre part, je viens de montrer comment ils sont menés. Je n'y reviens que pour ce qui concerne les réponses faites aux vénérables lorsqu'ils demandent au premier surveillant à quelle heure les maçons ont coutume d'ouvrir ou de fermer leurs travaux. Le premier surveillant répond, à midi, s'il s'agit de l'ouverture des travaux, et, à minuit, s'il s'agit de leur fermeture. Là-dessus, le vénérable demande quelle heure il est et le premier surveillant déclare, quelle que soit d'ailleurs l'heure réelle. Il est midi, vénérable maître, ou, il est minuit, vénérable maître, selon qu'il est question d'ouvrir ou de fermer les travaux. C'est ainsi que les francs-maçons en agissent toujours avec la vérité. Il est toujours pour eux l'heure qu'ils ont besoin qu'il soit. Et de même qu'ils font mentir les horloges sans aucun scrupule, ils travestissent la vérité, quelle qu'elle soit, pour peu que l'intérêt de leur congrégation se trouve en jeu. Ils proclament liberté ce qui est tyrannie, égalité ce qui est privilège, fraternité ce qui est haine. Si peu catholiques qu'ils soient, il y a un baptême dont ils aiment à user et même à abuser, c'est celui de Gorenflot, qui baptisait Carpe le poulet qu'il avait envie de manger le vendredi. Et notre pauvre espèce humaine est ainsi faite que, grâce à ce procédé qui est à la hauteur de la compréhension des nègres les plus obtus, Brelon de la Sainte Confrérie de la rue Cadet mène la France où ils veulent. Les ouvertures et fermetures de travaux, selon les mystères accoutumés, ne sont pas les seules fumisteries joyeuses auxquelles on ait le plaisir d'assister en loge. La plupart des fêtes maçonniques présentent des particularités vraiment comiques. De mon temps il existait encore des loges en province, dont les membres, ne tenant pas compte de la suppression du grand architecte de l'univers, ou n'ayant pas compris la portée de cette suppression, chantaient dans certaines solennités le cantique suivant auquel j'espère qu'on a dû renoncer depuis, mais qu'il serait vraiment dommage que la confrérie du Grand Orient ne conservât pas dans ses archives. Ô Dieu, dont la bonté propice nous avait fait pour le bonheur, et nous suit dans le précipice où nous a plongé notre erreur. Nous t'adorons, quand la lumière se répand pour nous éclairer, quand l'ombre couvrira la terre, nous viendrons encore t'adorer. Quand l'ombre couvrira la terre, nous viendrons encore t'adorer. Oui, t'adorer, 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 oui, t'adorer, t'adorer, t'adorer. Viens consacrer, par ta présence, ce temple à ta gloire élevée. Que sous ta divine influence, dans la paix il soit consacré. Fais que ce naissant édifice aux méchants toujours inconnus soit un rempart contre le vice, un asile pour la vertu. Soit un rempart contre le vice, un asile pour la vertu. Pour la vertu, la vertu, la vertu, pour la vertu, la vertu, la vertu, excite en nous la confiance. Éteins la folle vanité. Rends sublime notre science, enflamme-nous de charité. Fais qu'en ses secours elle embrasse et les profanes et les saints comme ta lumière et ta grâce s'étendent sur tous les humains. Comme ta lumière et ta grâce s'étendent sur tous les humains. Tous les humains, les humains, les humains. Tous les humains, les humains, les humains. Grand architecte, de nos frères, termine ou soulage les maux, dans les palais, dans les chaumières, sur les chemins, sur les coteaux. Ranime au sein de la richesse le zèle tout prêt à languir. Donne un bâton à la vieillesse, ouvre une porte au repentir. Donne un bâton à la vieillesse, ouvre la porte au repentir. Au repentir, 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 au repentir, repentir, repentir.
Je suis bien loin de railler ces naïves invocations que les maçons d'antan adressaient aux dieux dont la bonté propice les suivait dans le précipice, où les avait plongés leur erreur. Bien au contraire, je les approuve, lorsque je les vois demander au grand architecte de rendre sublime leur science. Ils en avaient, et ils en ont encore tant besoin. Je suis aussi profondément touché quand je les entends demander que le naissant édifice de leur temple, aux méchants toujours inconnus, soit un rempart contre le vice, un asile pour la vertu. La vertu, elle nous serait si nécessaire alors que s'étalent toutes les corruptions par lesquelles ils assurent leur règne. Que le grand architecte ouvre une porte au repentir. Repentir serait aussi tout à fait à propos, si par cette porte-là pouvaient sortir des loges tant de pauvres diables qui font naïvement le jeu des politiciens ambitieux et qui travaillent sans s'en douter, contre la France. Je m'étonne seulement qu'une association qui croyait avoir tant de choses à demander au grand architecte il y a si peu de temps encore ait brusquement décidé que le même grand architecte n'a jamais existé. Affaire de suggestion des milieux sociaux. Cette suggestion, inspirée à la franc-maçonnerie française par un pouvoir occulte. Au-dessus d'elle sans qu'elle s'en doute, était, il y a 30 ans, une suggestion d'attente. Depuis un quart de siècle, les circonstances s'y prêtant, la suggestion répandue, autrement redoutable, est une suggestion de combat. La suggestion de combat existait déjà lors de mon entrée dans la franc-maçonnerie. C'est elle que je reçus et qui fit de moi un sectaire aussi fanatique que le sont aujourd'hui les Brissons, les Combes, les Pelletans et tant d'autres. C'est à elle que j'ai eu la chance d'échapper ainsi qu'il me reste à dire. Ce serait un véritable drame à écrire que l'histoire qui s'engagea en moi entre le fanatisme maçonnique qui m'avait été inculqué et les forces de ma raison qui se réveillaient peu à peu et qui essayaient, avec quelle difficulté, de se débarrasser des invisibles liens dont on l'avait chargé. Peut-être ce récit pourrait-il aider certains Français, surpris comme je le fus, à s'arracher à la fatale suggestion, et peut-être aussi, à cause de cela, l'écrirai-je. Je ne puis aujourd'hui que narrer les conditions dans lesquelles s'effectua ma sortie de la franc-maçonnerie. Il convient toutefois de donner ici quelques brèves indications sur un des principaux caractères de la maçonnerie. On comprendra mieux pourquoi je me suis arraché aux liens par lesquels je me trouvais enchaîné. Je m'étais, de mes mains, attaché à elle, et pourquoi tant d'autres ont fait, font, et surtout feront comme moi. Le récit que j'ai donné de mon initiation et de celle du frère Renouvela pourrait porter à croire que tout est stupidement comique en franc-maçonnerie. C'est là une idée qu'il importe de ne pas laisser s'implanter dans les esprits. Le comique n'est ici qu'une apparence, qu'une enveloppe, qu'une protection contre les perspicacités de certaines curiosités. Cette enveloppe protectrice est elle-même doublée d'une seconde qui est constituée par la fausse réputation de tolérance qu'est parvenue à se donner la franc-maçonnerie. Au fond, un redoutable fanatisme la domine et fait d'elle une véritable secte, dont la France subit malheureusement l'avilissante, la mortelle tyrannie. La franc-maçonnerie française se dit débarrassée de ce qu'elle appelle les préjugés religieux. Elle en a au contraire créé de nouveaux. En réalité, elle est une véritable église. Elle érige le matérialisme en religion. Elle met au service de cette religion un fanatisme que rien n'arrête. Elle suggère peu à peu ce fanatisme aux médiocres, aux ambitieux, aux ignorants, comme aussi aux idéalistes trop peu avertis et aux demi-savants qu'elle s'applique à recruter, et elle a fait des loges les repères d'un cléricalisme aussi implacable qu'hypocrite. De ces loges, où il est cultivé comme dans des jardins. Serre chaude, le fanatisme matérialiste est répandu au dehors par ceux-là même en qui il a été greffé. Et cela, par mille moyens, mais en particulier grâce à des associations profanes qui ont été créées par la franc-maçonnerie et dans lesquelles elle souffle incessamment son esprit. Mais cet esprit, d'où lui vient-il? L'a-t-elle créé elle-même, ou bien l'a-t-elle reçu d'ailleurs? Est-elle consciente ou simplement hypnotisée par les mêmes procédés dont elle use pour hypnotiser à son tour les groupes dont je viens de parler, et, par eux, la nation? C'est là qu'est le secret de la question maçonnique. L'examen n'en saurait être fait ici. Je ne puis que dire les conclusions auxquelles j'ai abouti et qui m'ont déterminé à la lutte que j'ai entreprise contre la secte maçonnique, en me réservant d'exposer ailleurs les raisons longuement étudiées par lesquelles j'ai été entraîné. Ces conclusions sont les suivantes. La franc-maçonnerie française n'est pas consciente, elle est hypnotisée. Elle se persuade et elle persuade aux Français que si elle poursuit la destruction du catholicisme, c'est pour assurer le triomphe de la raison qu'elle nous présente d'ailleurs comme une sorte de nouvelle divinité. Là-dessus, elle se leurre et elle leurre les autres. Sans s'en douter, elle est pénétrée par des influences étrangères. Grâce à elle, les nations voisines et en particulier les deux nations protestantes rivales, l'Angleterre et l'Allemagne, peuvent, sans rien risquer, soutenir victorieusement la lutte pour ne garder que le paragraphe,
et réunit les phrases quand il y a un tiret en le supprimant, si le texte finit par un tiret, supprime-le. Comment je suis entré dans la franc-maçonnerie pour la vie contre la France, qu'elle désorganise de fond en comble. Ce n'est pas tout. Pour quiconque va loyalement jusqu'au fond des choses sans se laisser arrêter par aucune peur, par aucun préjugé, par aucun respect humain, derrière les influences étrangères travaille dans les cryptes des temples maçonniques une autre influence, plus redoutable encore que les premières. L'influence juive, c'est elle qui est le plus soigneusement dissimulée, c'est elle qu'il faut le plus craindre. Il en est de la puissance juive comme de la puissance maçonnique. L'une et l'autre sont internationales. C'est là un caractère dont la communauté est singulière. Et vraiment, nous n'y réfléchissons pas assez. Cette communauté ne nous dit pas tout ce qu'elle devrait nous dire. Pour moi, c'est la puissance juive, internationale depuis tant de siècles, qui a donné naissance à la puissance internationale maçonnique. C'est un pouvoir secret juif qui met en mouvement les pouvoirs secrets maçonniques, qui les pousse selon ses vues, qui leur donne des suggestions différentes suivant les nations. C'est un certain cléricalisme juif qui se cache derrière le cléricalisme de la maçonnerie française. Sa formule est celle qui est écrite dans l'âme de la race juive depuis les temps les plus anciens. La domination du monde doit appartenir aux enfants de Jacob. Pour arriver à ce but, ces enfants de Jacob ont fait des enfants de la veuve, ainsi s'intitulent les francs-maçons, leurs prétoriens inconscients. Les uns et les autres travaillent à la destruction de toutes les nations, pour établir sur leur ruine la République universelle, qui ne sera autre chose que l'asservissement universel de l'humanité au nouveau peuple roi. Le peuple juif. Mais il faut commencer par l'une ou l'autre des nations. C'est la nôtre qui a été choisie comme premier champ d'expérience. Et c'est pourquoi les Juifs ont dressé notre franc-maçonnerie à la destruction de toutes nos traditions et à la désorganisation de toutes nos forces nationales, tant intellectuelles et morales que matérielles, tandis qu'au contraire les peuples protestants, l'Angleterre, l'Allemagne, sous lesquels on veut nous écraser, n'ont pas actuellement à subir l'assaut d'une franc-maçonnerie destructive comme la nôtre. C'est cette conception qui fait comprendre la succession des événements depuis 150 ans. C'est elle surtout qui fournit l'explication de la lutte entreprise contre le catholicisme, laquelle s'étendra un jour, à l'heure propice, pour devenir la lutte contre le christianisme tout entier, y compris le protestantisme. Non, ce n'est pas du triomphe de la raison humaine qu'il s'agit. C'est du triomphe de la race juive, dans les vues de laquelle il entre de favoriser actuellement la prépondérance des États protestants. Et c'est pourquoi la lutte que nous soutenons ne peut plus laisser de repos dans la pensée de ceux qui ont vu le dessous des choses. Aussi un si grand nombre de républicains français qui marchaient autrefois avec ces prétendus anticléricaux, qui sont les pires des cléricaux, se sont brusquement arrêtés. C'est qu'ils se sont aperçus que le drapeau sous lequel on les avait enrôlés n'était qu'une loque, que les sublimes principes qu'on agitait devant leurs yeux n'étaient que des mensonges, et qu'en réalité le vrai, le seul but poursuivi, c'était l'établissement de la suprématie juive sur la France d'abord, sur toute la planète ensuite. Il faut que je vienne au résumé aussi rapide que possible de ma vie maçonnique. On y verra que je n'ai aucune raison personnelle de haïr la franc-maçonnerie. J'y ai toujours été estimé et même comblé de faveurs. Mais ai-je le droit de ne pas être son ennemi alors que je la vois tenir mon pays à la gorge et le serrer à l'étrangler? Dès mes premiers pas dans la franc-maçonnerie, c'est au fanatisme matérialiste que je me suis heurté, et je dois avouer qu'il a commencé par me dominer complètement. Toutefois, j'ai eu la chance de trouver en moi la force de réflexion nécessaire pour me rendre compte des contradictions sur lesquelles il s'appuyait, des influences secrètes que ces contradictions dissimulaient, pour réagir d'abord contre lui et ensuite me faire son irréconciliable adversaire. Je faisais partie depuis quelques semaines à peine de la loge avant-garde maçonnique lorsque le poste de secrétaire y devint vacant. C'est un avantage considérable pour un groupe d'avoir un bon secrétaire, et c'est une nécessité pour un bon secrétaire d'avoir du zèle. Le zèle n'étant pas ce qui me manquait, je me trouvais assez naturellement désigné pour remplir ce poste. Mais il y avait une difficulté résultant de ce fait que je n'étais encore qu'apprenti, alors que les règlements maçonniques exigent que le secrétaire d'une loge soit pris parmi les maîtres. On tourna cette difficulté en me nommant secrétaire adjoint. Je remplis ainsi les fonctions de secrétaire sans en avoir le titre jusqu'au moment où, les délais exigés par les règlements étant accomplis, on put me conférer le grade de compagnon et celui de maître. Je crois utile d'entrer ici dans quelques détails sur l'organisation de la hiérarchie maçonnique. Cette hiérarchie présente une particularité extraordinaire et digne d'attention. Elle repose sur deux principes qui semblent contradictoires, l'élection et la sélection. Au point de vue administratif, une loge est dirigée par ses officiers, c'est-à-dire par le vénérable maître. Le premier et le second surveillant,
l'orateur et le secrétaire. On les appelle les 5 Lumières. Ces officiers sont élus par les membres de la loge, chaque année, au mois de décembre, et pour 1 an seulement. Ils sont toujours rééligibles. Notons en passant qu'ils n'ont d'autorité comme officiers que dans leur loge. Partout ailleurs, ils sont obligés d'obéir aux officiers des ateliers dans lesquels ils pénètrent au simple titre de visiteurs, tout comme la foule des autres maçons. C'est donc par le système électoral qu'est constituée l'autorité administrative des loges. C'est par le même système qu'est constituée l'autorité administrative de la fédération tout entière. Car c'est aussi par l'élection que sont désignés chaque année les délégués au convent, lesquels, entre autres attributions, ont celle de nommer, à l'élection également, les membres du Conseil de l'Ordre. Ce Conseil de l'Ordre est la plus haute autorité administrative de la franc-maçonnerie française, dans laquelle il n'existe plus de grands maîtres. Je dis la plus haute autorité administrative, et je pourrais ajouter la plus haute autorité visible. Mais, derrière cette autorité visible, une autorité invisible existe qui est inconnue des francs-maçons eux-mêmes. Cette autorité ne donne pas d'ordre, à proprement parler. Elle n'agit que par suggestion et c'est pourtant elle qui est la véritable autorité occulte. Si inadmissible que cela paraisse, c'est ainsi que les choses se passent. N'est-ce pas d'ailleurs de la même manière que la franc-maçonnerie règne sur la France ? Elle non plus ne donne pas d'ordre, à proprement parler. Elle n'agit que par les suggestions qu'elle inspire, par les états d'esprit qu'elle a créés et auxquels il lui suffit de s'adresser une fois qu'ils existent. Et elle nous tient ainsi sous sa complète domination. Comment parviennent au sommet de la hiérarchie ceux qui dirigent ainsi occultement la franc-maçonnerie et, par elle, notre pays tout entier ? Ce n'est pas par l'élection, c'est par la sélection. Et voici comment. Lorsqu'un profane est soumis à l'initiation, il reçoit, en même temps que la lumière, le grade d'apprenti. Après quelques mois, il peut, s'il est exact aux réunions, être admis au grade de compagnon, puis, après un autre délai également assez court, à celui de maître. Mais ce n'est pas par l'élection qu'il est nommé à ces différents grades. Ce n'est pas d'en bas qu'il reçoit la poussée, c'est en haut qu'il est attiré. Ce sont ses supérieurs en grade qu'il appelle à eux, s'ils le jugent digne. Il faut ici faire cette remarque importante que le grade confère à celui qui le reçoit des prérogatives toujours existantes, dans quelque lieu maçonnique qu'il se trouve. Je veux dire que, tandis qu'un orateur, un premier surveillant ou un vénérable n'exerce les fonctions d'orateur, de premier surveillant ou de vénérable que dans leur loge, un maître demeure un maître partout. Comment je suis entré dans la franc-maçonnerie ? Un compagnon a le grade de compagnon partout. Un maître jouit également partout des prérogatives de la maîtrise qu'il a reçue. Et ainsi pour tous les grades. Presque tous les francs-maçons arrivent au grade de maître et y arrivent rapidement. Le franc-maçon maître est reconnu franc-maçon parfait. Si parfait qu'il soit cependant, il ignore absolument ce qui se passe dans les sphères maçonniques supérieures à celles où il est arrivé. Un certain nombre de maîtres ne se doutent même pas de l'existence de ces sphères supérieures, ou du moins ils en ont une idée très inexacte. Comment donc y pénètre-t-on ? Toujours par sélection. Ceux qui sont arrivés au haut grade se réunissent en effet dans des ateliers autres que les loges, dits ateliers supérieurs et portant le nom de chapitre, conseil, aréopage. Mais ils n'en continuent pas moins à fréquenter les loges. Ils y sont même particulièrement obligés par les règlements. Lorsqu'ils y rencontrent un maître qui leur paraît offrir les conditions requises, et qui a les 3 ans de grade nécessaires, ils le pressentent prudemment et, s'ils croient pouvoir compter sur son acceptation, ils lui proposent de lui servir de parrain dans un atelier supérieur dont les membres auront d'ailleurs à voter sur son admission. C'est ainsi que le principe de sélection exerce en franc-maçonnerie un rôle considérable sans que sans doute les maçons de grade inférieur. Constamment observé, mais à leur insu. C'est ainsi, puis-je ajouter, que le principe d'élection n'est qu'une apparence mensongère. En réalité, c'est bien sur le principe de sélection qu'est constituée la véritable et secrète autorité maçonnique. On m'octroya les grades de compagnon et de maître aussi rapidement que le permettaient les règlements et j'occupais successivement, dans les années qui suivirent, les offices de secrétaire, d'orateur et de premier surveillant de la loge L'Avant-Garde. Si je ne fus pas vénérable, c'est que cela ne me tentait aucunement. Vénérable je ne me le paraissais pas assez pour en désirer la fonction et, d'autre part, il me semblait que je serais moins libre, moins indépendant vis-à-vis de moi-même si je traînais une loge derrière moi. J'avais à peine 3 ans de maîtrise, lorsque le frère Amiable, qui dans le monde profane était maire de je ne sais plus quel arrondissement de Paris, et qui occupait en même temps une des plus hautes situations dans la franc-maçonnerie, vint un jour assister à la tenue de l'Avant-Garde. Je fus justement amené à prendre ardemment parti dans la discussion qui eut lieu dans cette réunion.
Mon opinion fut probablement conforme à celle qu'avait le frère amiable sur la question en discussion, car le lendemain il m'écrivit pour m'informer. J'eus à ce sujet, avec lui, une longue conversation au début de laquelle je commençais par hésiter, en raison du discrédit dans lequel sont tenus les hauts grades dans la maçonnerie inférieure. Mais le frère amiable m'expliqua que si on laissait les bas gradés se méprendre sur la véritable importance des hauts grades, c'était par tactique afin de n'éveiller ni leur curiosité ni leurs inquiétudes, mais qu'on se réservait de les instruire au moment voulu, s'il était jugé digne. Je finis par accepter l'offre du frère amiable, et dès que ma 3e année de maîtrise fut accomplie, ainsi que le voulaient les règlements maçonniques, je fus admis Rose-Croix au chapitre Clément Amitié. Quelques mois après, j'étais nommé secrétaire de ce chapitre. Ces détails ont leur importance en ce que, je le répète, ils montrent que je n'ai pas eu personnellement à me plaindre de la franc-maçonnerie. J'ai toujours joui dans ma loge de la plus entière considération. J'y ai fait à peu près ce que j'ai voulu, et même dans des circonstances particulièrement difficiles qu'il serait trop long de raconter ici. Ce n'est donc point par animosité que je suis aujourd'hui l'adversaire des francs-maçons. C'est une conviction patriotique qui m'entraîne, conviction profonde et lentement réfléchie qui a pris naissance en moi alors que j'étais franc-maçon. Je suis sorti franc-maçon estimé de ceux que je ne cessais d'ailleurs de regarder comme mes frères que le jour où il me fut irrésistiblement démontré qu'ils travaillaient contre les véritables intérêts de la France et qu'ils avaient confisqué la République à leur profit. J'ai déjà dit que, par suite de l'influence du milieu, j'étais devenu jacobin et anti-catholique acharné. J'ai ainsi connu cet état d'esprit qui est celui de toute la maçonnerie et je sais à quel point il est despotique. Lorsque je l'attaque, je le fais donc en connaissance de cause. Pour me rendre exactement compte de ce qu'il est, je n'ai qu'à me rappeler ce que j'ai été. Je ne demeurai pas moins de 3 ans sous son influence. Au bout de ce temps, c'est-à-dire quelques mois après mon entrée au chapitre Clément Amitié, je commençais à distinguer ce qu'il y avait de violent, d'inique et de dangereux dans ce fanatisme dont je voyais les autres maçons et moi-même posséder. J'avais alors eu le temps de m'apercevoir que la plupart des francs-maçons les plus intelligents n'étaient que de vulgaires ambitieux. J'étais surtout frappé de la contradiction qui existait entre les prescriptions contenues dans les statuts de la société et les actes quotidiens des sociétaires. Liberté, tolérance, fraternité, interdiction. De s'occuper des questions politiques, voilà ce que je lisais dans les statuts. Fanatisme, intolérance, haine, voilà ce par quoi je me laissais dominer et ce à quoi obéissaient tous mes frères. Sans compter que la plupart d'entre eux ne poursuivaient qu'une chose. La conquête des situations politiques ou la possession des avantages matériels. Dès que je repris assez possession de moi-même pour me rendre compte de ce mensonge des statuts de la franc-maçonnerie, je résolus d'appeler l'attention de mes frères sur ce qu'ils présentaient d'odieux. Pour arriver à ce résultat, je cherchais toutes les occasions de défendre en loge les idées de tolérance, de liberté et de fraternité auxquelles nous manquions tous les jours, bien qu'elles nous fussent ordonnées par les statuts qui constituaient notre règle et auxquels nous avions juré d'obéir. Je ne dirais pas que je ne trouvais pas d'écho. Ce serait injuste, mais j'en rencontrais fort peu. Quelques loges écossaises firent bon accueil aux idées que j'exposais et voulurent bien reconnaître que mes rappels au règlement étaient justifiés. Il en fut de même d'un certain nombre de jeunes maçons que l'air ambiant n'avait pas eu le temps de corrompre et de quelques autres qui commençaient comme moi à s'apercevoir de l'empoisonnement que leur intelligence avait subi. Mais je vis bientôt s'opposer à ma tentative tous les bataillons des vieilles barbes maçonniques qui, à mes plaidoyers en faveur des idées de tolérance, opposaient une résistance farouche. 65 serait le spectre de la toute-puissance cléricale. L'évocation constante de ce fantôme m'obligea à réfléchir sur sa réalité, et elle finit par amener peu à peu mon esprit à une singulière constatation. Celle de l'étonnante disproportion qui existait entre le petit nombre des francs-maçons et la quantité considérable de sièges législatifs occupés par eux. Il me devint impossible de comprendre comment la présence de plusieurs centaines de francs-maçons au Parlement pouvait se concilier avec le péril clérical catholique, dont on ne cessait de parler. Tout au contraire, il m'apparaissait de plus en plus nettement que l'accaparement d'un si grand nombre de sièges législatifs par les francs-maçons, joint au sectarisme furieux que je voyais se manifester dans les loges, constituait bel et bien un péril clérical maçonnique. Péril indubitable, celui-là, puisque je pouvais le mesurer, d'une part, au nombre des députés, sénateurs et ministres francs-maçons, et, d'autre part, à la violence des ordres du jour par lesquels se clôturaient toutes les discussions politiques maçonniques. Je continuais ma propagande aussi longtemps que je le crus utile. Lorsque j'eus enfin constaté qu'il était impossible de modifier l'état d'esprit des loges, je commençais à me demander s'il n'y avait pas urgence à ce que la question maçonnique fût exposée au pays,
dont la bonne foi était indignement trompée et sur le dos duquel se profitait. Comment je suis entré dans la franc-maçonnerie jouer une partie dont les conséquences devaient tôt ou tard être si redoutables pour lui. Une chose me retint longtemps. C'était le serment du silence fait le jour de l'initiation. Avais-je le droit de parler, alors que j'avais promis de me taire? Il y avait bien, pourtant, cette restriction par laquelle j'avais réservé les droits de ma conscience. D'autre part, je me rendais aussi compte que la franc-maçonnerie, en manquant tous les jours à ses statuts, trahissait les promesses qu'elle m'avait faites, elle aussi, à l'heure de mon initiation. Elle m'avait alors affirmé, par ses statuts auxquels je la voyais constamment mentir, qu'elle était tolérante, libérale, fraternelle, respectueuse de toutes les opinions politiques et de toutes les convictions religieuses. Rien de tout cela n'étant vrai, est-ce que je ne devais pas me considérer comme libéré par là même de mes propres engagements? J'en étais là de mes hésitations lorsqu'un fait se produisit qui me décida brusquement à prendre part. La période boulangiste était ouverte. Des discussions violentes avaient lieu à la Chambre. Au cours de l'une d'elles, il arriva que, pour légitimer un inique et odieux attentat, un député franc-maçon osa dire qu'en politique il n'y a pas de justice. Je fus d'autant plus frappé que ce député, le docteur Dupuis, était le représentant de Vervins, ma ville natale. Ce fut la circonstance déterminante. Je me promis que je combattrais dans un journal local, au cours de la campagne électorale qui allait s'ouvrir, le franc-maçon qui avait proféré ce que je considérais comme un blasphème, et que je profiterais de l'occasion pour commencer mon attaque contre la franc-maçonnerie elle-même. En outre, et dans le but de faire taire les dernières et extrêmes susceptibilités de ma conscience, je résolus d'entreprendre cette première lutte avant d'avoir quitté la franc-maçonnerie, afin qu'elle pût instruire mon procès, me frapper à sa convenance, me faire ainsi payer ma dette, si réellement j'en avais contracté une, et me rendre par là même complètement indépendant vis-à-vis d'elle. J'étais alors professeur de la ville de Paris. Je commençais par m'assurer toute liberté d'allure en profitant d'une circulaire qui émanait du ministre d'alors, Fallières. Cette circulaire était attentatoire à la liberté de conscience politique des membres de l'enseignement. Elle ne leur ordonnait pas de se taire, elle leur prescrivait l'action en faveur du gouvernement. Je répondis par la lettre suivante que j'adressai au préfet de la Seine, de qui je dépendais. Monsieur le préfet, ma conscience m'interdisant l'attitude politique. Je me rendais compte, dès 1889, des difficultés de la lutte que je me proposais d'entreprendre et des années qu'il me faudrait pour la poursuivre. J'avais pu constater que l'état d'esprit maçonnique n'était pas modifiable dans les circonstances politiques alors existantes. D'autre part, j'avais touché du doigt cette vérité, qu'à la question maçonnique était lié le destin de la République et celui de la France, puisqu'à la faveur de l'obscurité dont elle savait s'envelopper, et grâce à l'inconscience où était le pays du danger qu'il courait, la franc-maçonnerie progressait sans entrave. Maçonnerie avançait d'une façon sûre, et tous les jours un peu plus, vers la conquête du pouvoir politique. Mon plan était dès lors arrêté dans ma pensée. Il se résumait en ceci. Faire connaître à la nation l'asservissement dont elle était menacée, autrement dit. Porter la question maçonnique devant l'opinion afin de faire naître dans les esprits le sentiment de la nécessité de la défense nationale et républicaine contre les francs-maçons. C'était bien ambitieux et presque impossible. Bien ambitieux, car j'étais un inconnu. Et la foule n'écoute que les voix connues. Presque impossible, car d'autres, avant moi, avaient compris le péril maçonnique. Ils avaient voulu le montrer au pays, et jamais ils n'étaient parvenus à intéresser qu'une fraction de l'opinion, celle qui précisément n'avait pas besoin d'être entraînée. La fraction catholique. Or, ce n'était pas du point de vue catholique que je voulais me placer, d'abord parce que je n'étais pas un croyant, et ensuite parce que la question maçonnique m'apparaissait comme beaucoup plus générale. C'étaient les républicains que je sentais la nécessité d'entraîner. Les principes fondamentaux républicains de liberté, d'égalité et de fraternité, dont parlaient si haut les francs-maçons et grâce à l'incessante proclamation desquels ils hypnotisaient la nation, n'étaient-ils pas constamment violés par eux? C'était donc bien d'une question républicaine qu'il s'agissait et, par suite, c'était le pour ne garder que le paragraphe, et réunit les phrases quand il y a un tiret en le supprimant, si le texte finit par un supprime-le. Comment je suis entré dans la franc-maçonnerie publique républicain qu'il fallait conquérir si je voulais faire œuvre vraiment utile. Mais là était précisément la difficulté. Toutefois, je n'hésitais pas, dominé que j'étais par cette pensée que s'il n'est pas ordonné de vaincre, c'est du moins un devoir de combattre. À l'heure où s'ouvrent devant moi certaines portes mystérieuses, je commençais par faire savoir au candidat conservateur pour lequel je désirais marcher que j'étais franc-maçon. Franc-maçon dégoûté, il est vrai, et résolu à sortir de la franc-maçonnerie,
mais appartenant pourtant encore à une loge parisienne que je voulais ne quitter qu'après avoir fait acte public d'hostilité contre l'association maçonnique. Mon concours ayant été accepté dans ces conditions, je me mis à l'œuvre et j'eus soin de formuler, au cours de la campagne électorale que je menais, quelques-unes des accusations antimaçonniques que j'ai développées depuis lors. Mais il était à craindre que la franc-maçonnerie ne fermât les yeux sur mon cas. Certains des hauts dignitaires me connaissaient assez en effet pour savoir jusqu'où pouvait me porter une détermination une fois prise. J'avais justement eu occasion quelques semaines plus tôt d'acquérir la certitude que les francs-maçons sont tenus en grande estime. Observation sans qu'ils s'en doutent, et que j'étais personnellement l'objet d'une attention particulière. L'incident vaut la peine que j'ouvre une parenthèse pour le raconter ici. Un des hommes les plus considérables, non pas du monde politique, mais du monde maçonnique, m'avait proposé un rendez-vous pour une communication qu'il me disait être d'une extrême importance. Je me rendis à son appel. Il commença par me demander le secret sur la conversation qu'il allait avoir avec moi. Puis il me dit, « Vous pouvez mesurer la puissance de la franc-maçonnerie. Et pourtant, vous êtes aussi à même de vous rendre compte de la médiocrité des éléments qui la composent. Nous sommes tout-puissants, non pas parce que les francs-maçons sont plus intelligents, plus habiles, ou plus instruits que les profanes les plus vulgaires, car vous savez qu'il n'en est rien, mais parce que nous sommes organisés. Nous sommes organisés, tandis que les autres ne le sont pas, ce qui est déjà un avantage considérable. De plus, le pays ignore notre organisation et notre but. Il en résulte que nous pouvons agir sans qu'il s'en doute, par conséquent sans qu'il s'oppose à notre action. Là est le secret de notre force. Mais au lieu d'une association se composant comme la franc-maçonnerie de 25 000 nullités, supposez une autre association, qui compterait seulement 1000 membres, mais qui n'en admettrait jamais un nouveau. Comment je suis entré dans la franc-maçonnerie sans l'avoir étudié et suivi pendant des années, qui créerait autour de lui les circonstances les plus diverses dans le but de l'éprouver, qui lui susciterait des difficultés contre lesquelles il pourrait donner, par la puissance de son effort, la mesure de son intelligence et de sa volonté. Supposez une telle association arrivant, par un pareil recrutement, à ne compter que des membres de choix, tels qu'à eux tous on peut dire qu'ils n'auraient qu'une tête, qu'un cœur, qu'un bras, que penseriez-vous de la force dont disposerait une pareille association? Je répondis naturellement que cette association serait la reine du monde. Alors, après m'avoir répété que ce qu'il allait me faire savoir devait à tout jamais rester entre nous, mon interlocuteur me dit. Eh bien, cette association existe et je suis autorisé, si vous le voulez, à vous y faire pénétrer. J'étais si loin de m'attendre à une pareille communication qu'au lieu de songer à profiter des avantages qu'elle pouvait m'offrir pour la lutte que j'avais déjà résolu d'entreprendre dans l'intérêt supérieur de mon pays, j'obéis à un instinctif mouvement de loyauté et je fis cette réponse que je regrette maintenant. N'allez pas plus loin. Vous me supposez évidemment franc-maçon convaincu. Il n'en est pas ainsi. Je m'apprête au contraire à quitter la franc-maçonnerie, et même à la combattre. Oh, alors, reprit mon interlocuteur avec un sourire. Embarras qu'il ne parvint pas à dissimuler, il est entendu que vous n'avez rien entendu de ce que je viens de vous dire. Je prie le lecteur de remarquer que j'étais franc-maçon depuis 5 ans, Rose-Croix depuis 2 ans, et même officier dans le chapitre dont je faisais partie, et jamais je n'avais pu me douter que j'étais l'objet d'une surveillance quelconque. En outre, il suffisait que je fasse la déclaration par laquelle je terminais l'entretien, pour qu'on ne pousse pas plus loin la confidence. D'où il faut conclure que si méprisable que paraisse le milieu maçonnique à ceux qui font partie des groupements supérieurs et véritablement secrets, tellement secrets qu'ils sont ignorés des francs-maçons eux-mêmes, il n'en est pas moins vrai qu'il faut être imprégné des idées maçonniques pour être jugé digne d'aller au-delà. Enfin on me parlait d'un groupe de 1000 membres. Or j'étais déjà parmi les 400 ou 500 du sommet de la pyramide du Grand Orient. Il s'agissait donc d'autre chose, et la franc-maçonnerie, dans ces conditions, ne doit nous apparaître que comme un milieu préparatoire, une sorte de maison de surveillance, en même temps que d'éducation, où sont formés et choisis ceux qu'on juge aptes à passer ailleurs, et dans laquelle on ne laisse que le fretin, je veux dire les imbéciles et la canaille intellectuelle bonne à faire des politiciens. Puisqu'on m'avait fait l'ouverture que je viens. Comment je suis entré dans la franc-maçonnerie, de raconter, on prouvait par là même qu'on avait une certaine opinion de moi. Mais alors, on devait aussi me considérer comme un maçon aménagé, comme un homme qu'il valait mieux endormir que violenter. Je devais donc craindre qu'on ne dédaignât les faibles coups que j'étais alors en état de porter, qu'on ne fît semblant de ne plus même m'apercevoir, bref qu'on n'acceptât pas la bataille que je voulais engager. Une tenue orageuse, j'avais pourtant un moyen certain d'obliger la franc-maçonnerie à la riposte, c'était d'accentuer tellement mon offensive que les frères ne pussent s'y dérober sans paraître reculés. Je résolus de suivre cette tactique.
Dès que la campagne électorale fut terminée par la victoire du candidat que je soutenais et par la défaite retentissante de l'adversaire franc-maçon, je me hâtais d'écrire au vénérable de la loge l'avant-garde maçonnique dont j'étais le premier surveillant, pour lui demander de vouloir bien me porter à l'ordre du jour de la tenue d'octobre comme devant faire une conférence sur l'attitude de la franc-maçonnerie pendant la période électorale. Comme je jouissais d'une certaine autorité dans ma loge, et comme d'autre part le vénérable, c'était le frère Tignière, aujourd'hui membre du Conseil de l'Ordre, ignorait la façon dont j'avais occupé mon temps en septembre, il ne fit nulle difficulté pour m'inscrire à l'ordre du jour. J'eus d'ailleurs soin de ne faire connaître mes intentions provocatrices qu'après l'envoi des convocations annonçant ma conférence. L'affaire ainsi engagée, il fallait bien que la franc-maçonnerie marche, et c'est ce qu'elle fit. Les tenues ou réunions de l'avant-garde avaient lieu le 3e vendredi de chaque mois. C'était donc le 3e vendredi d'octobre que devait avoir lieu ma conférence. Ce jour-là, je me rendis rue Cadet à l'heure habituelle des tenues. Dès que j'arrivai au temple où se réunissaient les membres de l'atelier, je pus juger, au premier coup d'œil, que la bataille allait immédiatement s'engager. Les frères étaient venus en nombre inhabituel. Beaucoup de ceux que je voyais n'appartenaient pas à l'atelier. Ceux-là paraissaient être les plus indignés. Ils m'accueillirent avec des regards furieux et des airs de défi. Quant aux membres de la loge, je les vis tous s'éloigner de moi. Les uns semblaient extrêmement irrités. Les autres, les plus jeunes, ceux sur lesquels j'avais exercé une certaine influence et qui m'avaient toujours manifesté une estime déférente, me regardaient avec un étonnement douloureux. Ils paraissaient se demander s'ils devaient croire ce qu'on venait de leur dire. Mais je les voyais constamment entrepris par leurs aînés qui s'efforçaient de les persuader de mon indignité. Je me dirigeais vers un banc placé le long d'un mur, ne voulant pas avoir d'adversaire derrière moi, et je m'assis sans m'occuper de personne. On attendait d'ailleurs que ma venue pour commencer. À peine fus-je installé que le frère Tignière se dirigea vers l'autel où il devait pontifier et ouvrit les travaux à la manière accoutumée. Après la série de colloques absurdes et d'attitudes comiques nécessitées par cette cérémonie rituelle, le vénérable donna la parole au frère secrétaire pour la lecture du procès-verbal. Dès qu'il fut adopté, on prit connaissance de la correspondance adressée à l'atelier. Puis, dans un silence gros d'orage, le frère Tignière prononça ces mots. Mes frères, l'ordre du jour appelle la conférence du frère Copin sur l'attitude de la franc-maçonnerie pendant la période électorale. Aussitôt l'un des membres de l'atelier demanda la parole pour une question préalable. On allait donc répondre à mon offensive par une autre offensive. En effet, la parole ayant été donnée par le vénérable au frère qui l'avait demandé, celui-ci, dans une harangue véhémente, exposa aux membres de la loge avant-garde que j'avais trahi mes engagements maçonniques en faisant campagne contre un franc-maçon au cours de la période électorale, en pactisant avec les suppôts du cléricalisme, et en allant jusqu'à publier dans un journal réactionnaire des phrases méprisantes et des accusations mensongères contre la société à laquelle j'avais juré fidélité. L'orateur terminait son réquisitoire en me vouant au mépris de tous les enfants de la veuve. Je fus frappé des expressions particulièrement injurieuses dont avait usé l'orateur qui venait de parler. Je réfléchis que peut-être avait-on résolu de m'amener à des violences de langage ou à des provocations qui justifieraient une demande de mise en accusation contre moi. Ma mise en accusation était bien ce que je poursuivais. Mais je la voulais baser sur mon commencement de campagne anti-maçonnique et non pas sur un manquement à la discipline intérieure. Je voyais à cela un grand avantage pour l'avenir. En effet, on était parvenu à me faire exclure de la franc-maçonnerie grâce à un jugement basé sur une faute quelconque et non pas sur les actes qui constituaient ma déclaration de guerre anti-maçonnique. On se serait préparé la possibilité de faire croire par la suite que je combattais les francs-maçons pour me venger du jugement prononcé contre moi. On se serait ainsi assuré quelque chance de jeter une certaine suspicion sur tout ce que je devais entreprendre dans l'avenir. Il en était tout autrement si j'étais exclu de la franc-maçonnerie pour l'avoir combattue, même avant de l'avoir quittée. Je subis donc sans broncher la bordée d'invectives lancées contre moi par le champion du Grand Orient et je ne fais même pas mine de réagir. Je demandai la parole pour lui répondre, préférant laisser l'adversaire démasquer complètement ses batteries. Un autre orateur se leva alors. Il était étranger à l'atelier et semblait un des plus féroces parmi tous ceux que j'avais remarqués. Il mêla les provocations aux injures et réussit à me faire perdre patience. Je l'interrompis violemment, mais ma voix fut couverte par les furieuses exclamations d'un certain nombre des assistants qui se levèrent menaçants. La séance devint extrêmement tumultueuse et l'orateur, d'autant plus désireux sans doute de garder le rôle actif qu'il venait de prendre en cette affaire, m'adressa les provocations les plus directes.
Mais j'avais repris mon sang-froid, et dans le but d'arriver le plus rapidement possible à ce que je désirais, j'adjurai le vénérable et l'orateur de l'atelier de faire respecter le règlement qui interdisait les violences et les provocations, et je les menaçais de déposer une plainte contre eux s'ils tardaient un seul instant à remplir leur devoir. Le frère Tignière intervint alors énergiquement, déclarant qu'il était bien résolu à ne tolérer aucune menace, violence ou provocation, puisqu'en effet les règlements maçonniques s'y opposaient. Ayant alors demandé la parole à mon tour, je m'étonnais de la façon scandaleuse dont on foulait aux pieds, en pleine tenue solennelle, les prescriptions de la loi maçonnique. De deux choses l'une, dis-je à mes adversaires. Ou bien vous estimez que j'ai manqué à la franc-maçonnerie en agissant comme je l'ai fait, ou bien je n'ai pas outrepassé mes droits. Dans le premier cas, la constitution maçonnique vous dicte la conduite que vous avez à tenir. Vous devez me mettre en accusation, et cela devrait déjà être fait. Vous semblez hésiter à prendre ce parti. Est-ce donc que vous n'êtes pas convaincu de ma culpabilité? Alors que signifient vos provocations et vos injures? Or, je ne nie pas que j'ai attaqué la franc-maçonnerie publiquement. Je reconnais avoir manqué à la fidélité maçonnique. Je vais même plus loin. Je déclare que je recommencerai en toute occasion, et en conséquence je vous somme, au nom des règlements, de me mettre en accusation. Il n'y avait pas d'objection possible contre un raisonnement si simple et en face d'une attitude si nette. Aussi une plainte fut-elle, sans plus de retard, déposée contre moi dans le sac aux propositions. C'est le cas de dire que l'affaire était dans le sac. Le vénérable donna lecture de cette plainte. Elle m'accusait d'avoir manqué à mes engagements maçonniques pendant la période électorale. C'était tout ce que je voulais, et je sortis immédiatement du temple ainsi qu'il est prescrit à tout accusé, par les règlements maçonniques. Je n'avais plus qu'à attendre l'instruction de mon procès. La procédure maçonnique est prévue jusque dans les moindres détails par les règlements généraux dont tout un chapitre est consacré à cette matière. Pour qu'une peine quelconque puisse être prononcée contre un maçon, il faut que celui-ci soit l'objet d'une plainte écrite et adressée à la loge à laquelle il appartient. Au reçu de cette plainte, le vénérable doit réunir le comité d'instruction. Ce comité est composé des 5 premiers officiers de l'atelier. Ces 5 lumières, ainsi qu'on les appelle hyperboliquement, sont le vénérable, le premier surveillant, le second surveillant, l'orateur et le secrétaire. Le comité d'instruction, après avoir entendu le plaignant, doit convoquer l'accusé et dans le cas où l'affaire comporterait un arrangement, s'efforcer de l'obtenir. Conformément aux prescriptions du règlement, le frère Tignière m'invita à comparaître devant le comité d'instruction de la loge avant-garde. Je me rendis à son invitation. Encouragé par cet acte de déférence, le frère Tignière m'adressa un petit sermon très paternel par lequel il me fit savoir qu'on consentirait à considérer ma faute comme excusable en raison des circonstances politiques, si je voulais reconnaître que j'avais été entraîné par un mouvement irréfléchi et témoigner quelque repentir. Je répondis au président du comité d'instruction. Il m'était impossible de trouver en moi, et, par conséquent, de lui exprimer le moindre regret, que je devais au contraire reconnaître et affirmer que tous mes actes, toutes mes paroles et tous mes écrits au cours de la période électorale avaient été voulus et calculés, que j'avais, de propos délibérés, attaqué la franc-maçonnerie, parce que ma conscience m'avait ordonné de le faire, et que j'avais en outre l'intention formelle de recommencer. Le frère Tignière voulut bien prendre la peine d'insister. Mais devant mon attitude il fut obligé de reconnaître que toute tentative de conciliation devait rester inutile. Je me retirai, laissant les 5 lumières délibérer à loisir, et j'attendis le jour du jugement. Je reçus avis d'avoir à me présenter devant la loge avant-garde au jour fixé par le comité d'instruction. Autant qu'il m'en souvient, ce fut le 3e vendredi de décembre 1889. La réunion fut plus nombreuse encore que celle d'octobre. Après toutes les simagrées préparatoires, mon affaire fut appelée. Conformément au règlement, on commença par donner lecture de la plainte qui avait été déposée contre moi. Puis le rapporteur du comité d'instruction ayant fait connaître le résultat négatif de la tentative de conciliation, la parole fut donnée au plaignant. Celui-ci, après avoir développé son accusation, fit valoir les raisons qui nécessitaient une punition sévère, c'est-à-dire mon exclusion définitive de la franc-maçonnerie. C'était la peine la plus grave qu'on pût m'infliger et je ne la redoutais guère en raison de l'opinion que je m'étais faite du fanatisme et de la crasse ignorance de la plupart de ceux qui prétendaient m'exclure de leur réunion. S'ils me jugeaient indigne d'eux, je les jugeais tout aussi indignes de moi. Mais je réfléchissais qu'il serait piquant, et très utile en même temps, de pouvoir leur dire un jour qu'ils avaient été obligés de reconnaître eux-mêmes que mes accusations contre eux étaient fondées. Or, j'arrivais à ce résultat si je parvenais à éviter l'exclusion définitive.
C'est pourquoi je résolus de me défendre vigoureusement. J'étais d'ailleurs sur un terrain parfaitement solide. On m'accusait en effet d'avoir manqué à mes engagements maçonniques. Ma réponse sur ce point était simple. En entrant dans la franc-maçonnerie, je n'avais pris que des engagements conditionnels. J'avais promis d'obéir aux ordres qui pouvaient m'être donnés, mais seulement à condition que ma conscience me le permette. La franc-maçonnerie, au contraire, avait pris vis-à-vis de moi des engagements fermes qui se trouvaient inscrits dans ses statuts. Lorsque j'avais ouvert ces statuts, qu'y avais-je lu? Que la franc-maçonnerie se disait tolérante. Or, elle ne l'était pas. Qu'elle considérait comme un devoir de respecter toutes les opinions religieuses, et elle était atteinte de phobie persécutrice contre le catholicisme. Qu'elle s'imposait comme règle de ne pas faire de politique, tandis qu'en réalité elle ne s'occupait que de cela. On me reprochait aussi d'avoir combattu un candidat franc-maçon pendant la période électorale. Mais ce candidat avait, à la fin de la précédente législature, déclaré en pleine chambre, qu'en politique il n'y avait pas de justice. Il avait outragé ma foi dans la justice, et outragé en même temps la franc-maçonnerie elle-même, puisque celle-ci ne manquait jamais une occasion de proclamer qu'elle ne travaille que pour l'avènement de la justice. J'avais donc le droit, le devoir même de considérer ce franc-maçon comme déchu, comme indigne. Enfin on prétendait me faire un crime de ce que j'avais accusé publiquement la franc-maçonnerie, mais un article des règlements, qu'on invoque, il est vrai, que lorsque la franc-maçonnerie y a intérêt, permet aux francs-maçons de publier leur opinion sur les questions maçonniques. Et d'ailleurs de quoi avais-je accusé la franc-maçonnerie? D'être en proie au vertige de l'intolérance. Cela était-il vrai oui ou non? Si cela était vrai, quel était le plus coupable, de la franc-maçonnerie qui manquait hypocritement à ses statuts, ou de moi qui le lui reprochais hautement? Ce fut là tout le thème de ma défense. À l'encontre de beaucoup d'autres ateliers, la loge L'Avant-Garde était alors assez bien composée. Grâce à la propagande faite par un de ses membres les plus intelligents, elle comptait un certain nombre d'étudiants. Ces jeunes gens me connaissaient bien. Nous avions souvent causé ensemble après les tenues. Ils savaient que j'étais incapable d'avoir agi autrement que par conviction, et d'ailleurs, ils étaient plus d'une fois tombés d'accord avec moi qu'en entrant dans la franc-maçonnerie, ils avaient espéré y rencontrer un tout autre esprit que celui qu'ils voyaient s'y manifester. Ils n'avaient pas encore eu le temps d'être corrompus par les influences et, par conséquent, ils ne pouvaient manquer d'être impressionnés par mon argumentation. Je me rendis bien vite compte que je faisais brèche dans leur esprit. J'achevais de les entraîner en leur disant « La franc-maçonnerie me met en accusation. Or, je retourne cette accusation contre elle, car c'est moi qui ai le droit de lui reprocher d'avoir trahi les promesses qu'elle nous a faites, à vous comme à moi, le jour où, nous ouvrant ces temples, elle se montrait à nous sous des apparences mensongères. Et nous présentait des statuts qu'elle disait être sa règle, mais qu'elle n'observait pas. Accusé par elle, c'est donc à moi de l'accuser. Et votre conscience l'accuse d'accord avec la mienne, car je n'ai fait que dire tout haut ce que tant de fois, vous-même, vous m'avez dit tout bas. Si vous me condamniez, je pourrais vous considérer comme vous déjugeant. Vous absolveriez des manquements aux principes, contre lesquels vous vous êtes si souvent élevé et vous déclareriez indigne de vous celui-là même qui, en somme, n'a fait que conformer sa conduite à ce que vous avez déclaré être le véritable esprit maçonnique. Si vous me condamniez, c'est donc vous que vous condamneriez. Ce n'est pas tout. Si vous me repoussiez de vos rangs, vous prendriez par là même à votre compte cette parole sacrilège contre laquelle je me suis fait un devoir et un honneur de protester, à savoir qu'en politique il n'y a pas de justice. Quant à moi, je suis tellement convaincu de mon bon droit que, quel que soit votre jugement, je vous déclare que je continuerai la campagne que j'ai commencée. Je dus sortir de l'atelier, pour laisser mes juges délibérer. Les membres de la loge avaient, seuls, le droit. Comment je suis entré dans la franc-maçonnerie de voter, et c'était là-dessus que je comptais. La grande majorité d'entre eux me connaissaient trop bien, en effet, ils m'avaient témoigné trop de sympathie pour que les influences et les suggestions de l'esprit maçonnique ne fussent pas, en la circonstance, tenues en échec au fond d'eux-mêmes. Il arriva d'ailleurs que, tandis qu'ils discutaient, plusieurs frères étrangers à l'atelier, que je ne connaissais pas, vinrent à moi dans les parvis du temple, et me déclarèrent très nettement qu'ils étaient en complète communauté de pensée avec moi. Quelques-uns même me remirent leurs cartes, se déclarant prêts à me suivre si je voulais tenter une organisation quelconque contre le Grand Orient. Je n'y pensais pas, je ne me sentais pas la force nécessaire. Je ne songeais, et encore était-ce bien vaguement, qu'à une publication par laquelle j'essayerais de faire connaître au pays la situation qui lui était faite par la franc-maçonnerie. Les peines maçonniques, pour les délits de première classe, sont les suivantes, par ordre de décroissance. Exclusion définitive, ou exclusion temporaire pour 5 ans, 4 ans, 3 ans, 2 ans,
1 an, 6 mois, ou 3 mois au minimum. L'application de chacune de ces peines devait être soumise au vote, par bulletin secret, des membres de l'avant-garde, en commençant par la peine la plus grave, et en suivant l'ordre que je viens de dire, tant qu'il ne se trouverait pas une majorité pour l'application de l'une ou l'autre des peines. Mais comme mes accusations contre la franc-maçonnerie avaient été publiques, je ne pouvais pas, d'après les règlements, ne pas être condamné au moins au minimum, c'est-à-dire à 3 mois de suspension. Après le délibéré, les membres de l'atelier ayant reconnu que je m'étais réellement rendu coupable d'accusations publiques contre la franc-maçonnerie, la peine de l'exclusion définitive fut soumise à leur vote. Ils répondirent négativement à la question. Et il en fut ainsi pour toutes les questions suivantes jusqu'à ce qu'on arrivât au minimum, c'est-à-dire à la suspension pour 3 mois qui m'était applicable de droit. Je fus réintroduit dans la loge après les votes, et le vénérable me fit connaître le résultat. J'étais condamné au minimum, à 3 mois de suspension de mes droits maçonniques. L'acquittement ne pouvant, dans l'espèce, être prononcé, c'était en réalité une véritable absolution de mon acte de guerre, une reconnaissance du bien fondé de mes accusations. Par égard pour l'esprit de véritable justice dont avaient fait preuve les jeunes membres de l'avant-garde, je voulus subir ma peine avant de quitter la franc-maçonnerie. Je m'abstins donc de paraître en loge pendant 3 mois et ce n'est que le jour où je fus rentré en possession de la plénitude de mes droits maçonniques que j'envoyai ma démission au vénérable de l'avant-garde et au président du chapitre la clémente amitié. Je sortais donc victorieux de cette première bataille et dans des conditions telles que la franc-maçonnerie n'avait absolument rien à me reprocher. Elle ne pouvait même pas arguer du reste d'influence que j'avais pu exercer sur mes juges, puisque ces juges, les membres de l'avant-garde, ayant, en somme, déclaré que ma faute n'en était pas une, le Conseil de l'ordre n'avait pas infirmé leur jugement, bien qu'il en eût le droit d'après les règlements et qu'en fait, il lui arrive souvent de procéder ainsi. Ma cause était donc la bonne cause. Celle de la franc-maçonnerie était la mauvaise. Et, dès lors, je n'avais plus seulement le droit, j'avais le devoir d'informer la nation odieusement trompée, et de me poser en accusateur en face du Grand Orient de France. C'est ce devoir que, depuis lors, je me suis efforcé de remplir.